Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Bradel. Très heureux de vous retrouver. Ce soir, les vraies voix, une nouvelle fois destinée à vous informer et à vous distraire pendant cette période entre Noël et Jour de l'An. Et pour certains, c'est toujours un peu la fête, n'est-ce pas, William Tay, président du think tank Le Millénaire? Bonsoir, William. Bonsoir, Frédéric. Bon, tout va bien? Oui, tout va bien, oui. Ouais, non, mais c'est bien de débattre un petit, mercredi bien, de 27 décembre, comme ça. L'actualité est riche. Bon, et vous allez être un peu le grand frère, là, parce qu'on reçoit une nouvelle vraie voix. Abel Boilly, le président de l'association FR, Tous Uniques, Tous Unis, auteur du livre Qu'est-ce qu'être français? C'est aux éditions FR. C'est ça, Abel? Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Alors, détendu? Très détendu. Facile, bien. Hein, accueil parfait, je me sens comme chez moi déjà. Bon, alors, et en plus, il va falloir combler, les amis, je vais vous dire pourquoi. Parce que les trois vraies voix, elles sont trois. Mais pour l'instant, Priscilla Ludowski, qui va venir nous rejoindre dans un instant, a un petit souci de retard. Ça peut arriver, le retard. Hein. On n'impute aucune pénalité, évidemment. Mais, donc, messieurs, vous allez devoir bosser pour 3, alors que vous êtes que 2. Mais bon, on va y arriver. Bon, 0826 300 300, c'est le numéro de téléphone pour vous, les auditeurs de Sud Radio. Nous avons un très beau sommaire. Nous sollicitons vos avis, votre point de vue. Notamment, 17h30, le grand débat du jour. Les familles monoparentales se multiplient. Le féminisme, parfois tranchant, minimise le rôle de l'homme. Des hommes tuent leurs femmes. Un mot a été créé pour cela, le féminicide. Aussi, nous posons de fait la question féminisme, violence conjugale, tout cela en hashtag. Les hommes et les femmes ne sont-ils pas en train de s'éloigner les uns des autres? Vaste question, mais quelque part... Eh bien, on a un petit peu tous réfléchi à cela avant. C'est l'occasion sur cette antenne de Sud Radio pour les vraies voix. 18h40, le Premier ministre affiche son satisfecit, la Première ministre en l'occurrence. La France a réussi à réduire ses émissions de CO2 de moins 4,6% grâce notamment aux efforts de l'industrie. Pas suffisant, rétorquent certains, d'autant que nous restons de mauvais élèves dans le domaine des transports. Nous y revenons dans le coup de projecteur à 18h40. Gaz à effet de serre, moins 4,6%. Les transports, tout cela dans les hashtags, hein, vous pouvez cliquer. Et la question, avez-vous la possibilité de réduire vos déplacements en voiture thermique? Parce que si on veut faire avancer la question sur les transports, il faudra bien qu'on arrête. Alors, est-ce que c'est possible? Il y a déjà beaucoup de tendances sur le compte X, ex-Twitter de Sud Radio. Vous donnez votre avis. J'en profite pour vous annoncer une bonne nouvelle. Elle est là, si vous avez la chaîne YouTube Priscilla Ludowski. Un petit peu de retard comme ça, Priscilla? Oui. Bonsoir. Bah, tout va bien quand même. Oui, ça va. Bon. Ce sera dans le thème de la voiture thermique du coup. Oui, le voyage. Bah voilà. Mais c'est bien. C'était pour agrémenter tout ça. Je rappelle que vous êtes gilet jaune de la première heure et présidente de la Ligue citoyenne et co-autrice de Gagner. J'ai vu le livre pour que la politique change vraiment nos vies. C'était aux éditions Au Diable Vauvert. Bon, nos trois vraies voix sont là. Vous êtes là, les auditeurs de Sud Radio, Jean Bafouille. Direction le répondeur 0826 300 300. Réaction notamment, je crois, à un de nos débats hier. René de Boussins en Haute-Garonne. Je ne vais presque jamais dans les centres-villes pour une raison simple, c'est que ma voiture y est malvenue. Si on s'arrête 2 heures, en gros ça coûte dans les 7 ou 8 euros. Donc ce n'est pas rentable, il vaut mieux aller dans des magasins en périphérie. Il y a 2 exceptions. Une fois tous les 2 ans, je suis obligé d'aller chez un ophtalmologiste et éventuellement encore une fois pour des lunettes. Si vous voulez, les prix intéressants sont hélas compensés par le prix effrayant des parkings. Bon, si on veut tuer les villes, c'est le bon moyen de le faire. Ça ne concerne pas que les grandes villes. Une petite ville comme Perpignan, si vous n'êtes pas perpignanais, vous allez à l'hôtel. Une nuit à l'hôtel vous coûtera moins cher que le parking pour votre voiture. C'est-à-dire vous allez payer 50 ou 60 euros l'hôtel et puis vous allez payer dans les 100 à 150 euros le parking.
Alors ça c'est superbe René, merci d'avoir réagi au 0826 300 300, René de Boussins donc, parce que il nous fait le lien entre le débat d'hier, c'est-à-dire allez-vous encore faire vos courses dans les centres-villes, et le coup de projecteur de tout à l'heure sur nos voitures thermiques, parce que c'est vrai franchement William Tay, ces histoires de centre-ville, c'est un peu parce qu'on n'a pas envie de payer les parkings qu'on n'y va pas toujours, hein. Il y a aussi le fait que les comportements et la consommation a évolué. On parle notamment des centres-villes désertés dans les villes moyennes, dans les villes de province, et le fait qu'il fallait revitaliser en fait les centres-villes. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de villes comme Dijon, les villes moyennes, enfin les grandes villes. Alors oui, mais quand René dit Perpignan, vous Dijon, encore là on est sur des villes assez grandes. On peut même descendre sur Aubusson, Guéret, par exemple. C'est pour ça que par exemple les différents gouvernements essayent de faire des opérations type revitaliser les cœurs de ville ou revitaliser les centres-villes, parce qu'en fait les gens ne veulent plus aller au centre-ville parce que maintenant vous avez des centres commerciaux à proximité et vous n'avez pas forcément l'offre de consommation qui correspond à vos envies, et surtout les évolutions de comportement et de transport sont pas exactement les mêmes maintenant qu'il y a 10, 15, 20 ou 30 ans. Ouais. Abel, René, notre auditeur, le dit, on le fait tous, c'est-à-dire que soit on essaye de trouver une astuce pour pas payer le parking, mais au bout d'un moment ça fait mal, quoi. C'est vrai, 15 €, 2 heures. Bien entendu, surtout que nous sommes dans une situation où beaucoup de Français, dès le 10 ou le 15 du mois, sont déjà négatifs sur leur compte. Oui. Et pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, au niveau des changements de comportement, il y a les achats en ligne aussi qui sont en train de monter en puissance, y compris pour les courses et les biens de première nécessité. Donc il y a tout ça à prendre en compte, sans compter les personnes aussi qui habitent sur des territoires qui sont très mal aménagés. Moi, je peux donner l'exemple de là où j'habite, sans donner le nom, mais j'habite dans un territoire où il n'y a pas de train, il n'y a pas de commerce, il y a 2 bus dans la journée, et si vous n'avez pas de voiture, vous êtes assigné à résidence ou mort socialement. Le terme peut paraître excessif, mais c'est le ressenti qu'ont les habitants de là où j'habite et de beaucoup de villages, de beaucoup de bourgs où certaines personnes sont coincées tant qu'il n'y a pas de véhicules thermiques, parce qu'on sait que le prix des véhicules écolos, c'est encore un petit peu trop cher et hors de portée de porte-monnaie de beaucoup de Français. Et là, à ce moment-là, il y en a toujours un qui sort une blague. C'est où? C'est à Châteauroux que vous habitez? Non, un salut aux auditeurs de Châteauroux. C'est une plaisanterie. Priscilla, on en reparlera tout à l'heure, 18h40, la voiture thermique, tout ça, parce que mais c'est vrai que c'est quand même difficile de s'en passer. Et là, il y a un décalage avec nos centres-villes, quoi. Ben, c'est difficile, et même si en banlieue on est quand même mieux loti qu'ailleurs, ça peut être aussi compliqué lorsqu'on veut, par exemple, si on bosse à Paris ou si on a des choses à faire à Paris et qu'on veut rester un petit peu plus tard pour X raisons, ben on se retrouve coincé parce que les transports vont pas au-delà d'un certain horaire. Ouais, il y a aussi la question de la sécurité aussi à certains moments. On peut citer la sécurité, même s'il y a quand même beaucoup de personnes des forces de l'ordre qui maintenant qui patrouillent. Donc c'est pas peut-être la principale raison, c'est surtout que quand on rentre tard, on n'a pas forcément d'alternative. Donc on se retrouve à arriver dans Paris très tôt et donc à payer le parking pour une journée, ce qui commence à peser quand ça se reproduit à plusieurs reprises dans la semaine. Et ça, c'est une honte, je l'ai déjà dit sur cette antenne, pardonnez-moi, c'est un peu mon combat personnel, mais vous arrivez, moi j'habite en banlieue, vous arrivez à hauteur à Paris, à Porte-Maillot, si jamais vous voulez vous garer pour laisser la voiture et pour faire du transport en commun, si on passe 3 heures à Paris, ça va faire quoi? On va taper les 20 €. Et ça, c'est lamentable, c'est lamentable. Donc il y a des gens derrière quand même, il faut le savoir, qui cautionnent tout ça. Bien, nous continuons au 0826 300 300 avec Adonis, c'est notre auditeur du jour. Adonis, bonsoir. Oui, bonsoir les vrais bois. Vous nous appelez d'où? De Bordeaux. Ah ouais, carrément, d'accord. Il y a eu pas mal de Bordelais là cette semaine, je sais pas ce qui se passe. Adonis, vous aimez le cyclisme, on m'a dit, non, c'est ça? Ah, tout à fait, c'est ce que j'ai dit à votre collègue, Aude. Ouais. J'ai un écho de retour, je m'entends parler. Ah, on va essayer, c'est peut-être parce que vous avez laissé brancher la radio, non? Non, pas du tout. Bon, on va essayer de régler ça, vous inquiétez pas. Donc vous aimez le cyclisme, hein, c'est ça? Oui, je suis de la génération d'Armand de Las Cuevas. Oh, vainqueur de la classique Saint-Sébastien. Alors je dis ça, pardonnez-moi les auditeurs et les vraies voix, mais vous savez que dans une autre vie, j'étais commentateur du cyclisme. Hein. Donc voilà, alors un clin d'œil sympa, merci Adonis. Bon, vous connaissez le principe, les vraies voix, et vous, donc Adonis, nous vous avons prévenu. La semaine que nous vivons est l'occasion de revivre les beaux moments de 2023, les beaux, les grands, les graves. Voilà, pour être totalement exhaustif, je vous propose
propose 5 possibilités et Adonis va choisir celui qui revient à son esprit. C'est parti. Grève à Hollywood pendant 5 mois. Souvenez-vous, d'abord ce sont des milliers de scénaristes qui cessent leur activité début mai pour réclamer une meilleure rémunération et une protection face à l'intelligence artificielle. Ils sont suivis par les acteurs qui craignent de pouvoir être remplacés sans leurs accords par des avatars numériques. On sent bien derrière tout cela qu'il y a la crise générée possiblement par l'intelligence artificielle. Deuxième événement, le 4 avril, la Finlande adhère et devient le 31e pays membre de l'OTAN. L'adhésion officielle marque l'achèvement d'un parcours de 11 mois entamé après que la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine. La sécurité de la Finlande s'en trouve considérablement renforcée et les forces de l'OTAN se positionnent désormais à la frontière de la Russie. Troisième événement, le 8 juin, un homme poignarde 4 très jeunes enfants et 2 adultes dans un parc d'Annecy en Haute-Savoie. L'assaillant, un réfugié SDF syrien sans motivation terroriste selon la procureure, est mis en examen pour tentative d'assassinat. Quatrième événement. À partir du mois d'avril, l'Inde dépasse la Chine et devient le pays le plus peuplé du monde, soit, tenez-vous bien, 1,43 milliard d'habitants. L'Inde compte aujourd'hui 1 milliard d'habitants de plus qu'en 1950. L'ONU prévoit que la Chine, de son côté, repassera sous le milliard d'habitants en 2079. Et puis le 5e point, le 12 novembre, le ministère de l'Intérieur a fait état d'une forte hausse des actes ou propos antisémites en conséquence de la guerre lancée par Israël au Hamas, auteur des attentats du 7 octobre. Les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale appellent à manifester et réunissent plus de 180 000 personnes en France. Le président de la République soutient mais ne participe pas. Voilà ces 5 événements. Alors on y reviendra aussi tout à l'heure à 18h30. Les vraies voix choisiront. Mais là pour l'instant c'est à vous, Adonis, de choisir l'un de ces 5 événements. Réaction, votre avis et qu'est-ce qui vous attire et retient l'attention? Alors je vais choisir le 5e événement, c'est-à-dire le Hamas et Israël. Oui. Écoutez, comme dans beaucoup de sujets aujourd'hui, on peut pas mettre d'un côté les méchants et d'un autre côté les gentils, quoi. Ouais. Aujourd'hui, je trouve que ça penche beaucoup vers un côté, plutôt Israël, ce qui est normal un petit peu aussi, parce que bon, le Hamas, on peut pas le nier, c'est quand même, je pense, une organisation terroriste. Et les attentats du 7 octobre ont été odieux, rappelons-le. Mais vous mettez aussi de l'autre côté. Et allez-y, oui. Mais parce que je pense que à un moment donné, quand on opprime une population, eh bien, il y a les gens les plus fous deviennent des terroristes. Et font des atrocités comme ils ont pu faire le 7 octobre. Ouais. C'est un peu une escalade de la violence. Je réponds à la violence par la violence. Bon, c'est vrai que effectivement de ces 5 événements, celui-ci est très fort et vous avez le choix de choisir en premier. Les 3 autres vraies voix choisiront après. Mais c'était important que vous le souligniez et surtout que vous mettiez en avant le fait qu'il y a 2 côtés et que dans une situation à 2, une relation à 2, il y a toujours un point A et un point B qui intervertit sur le A et le B respectivement. Adonis, vous restez avec nous tout au long de cette émission. Les vraies voix se poursuivent jusqu'à 19h. On doit marquer une première respiration et puis on rentre ensuite avec nos vraies voix dans le vif du sujet. En quelques clics, les 3 mots de l'info également avec l'ami Louis de Kergorlet dans un instant. Allez, restez bien avec nous. 0826 300 300, vous intervenez. André Berkoff vous souhaite de sublimes, d'intensives et de jouissives fêtes avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Bien sûr. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Vous en profitez, nous en profitons entre Noël et le jour de l'an. C'est un jour un peu spécial, ça roule un peu mieux sur les routes. Écoutez tranquillement Sud Radio. Les vraies voix sont là. Ce soir, Priscilla Ludowski, Abel Boilly, un petit nouveau, vous allez voir, percutant. Et puis William Tay, un ancien, un habitué. Les vraies voix et qui accueille évidemment Louis de Kergorlet pour les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio.
Bonsoir Louis. Bonsoir à tous. Bon, il y en a quelques mots dans l'actu. Alors vous, au sommaire de l'actu, vous avez choisi, je cite, corruption, urgence et traque. C'est à vous. Voilà, exactement. Donc on va commencer avec cette nouvelle un peu surprenante dans la lutte contre la corruption. Donc une association de lutte contre le phénomène n'a pas été renouvelée dans son partenariat avec le gouvernement. Un cadeau de Noël pour les corrupteurs, déplore l'ONG Anticor. Et puis les urgences qui semblent une fois de plus à bout de souffle. Comme tous les hivers, les différents services d'urgence sont débordés. Les temps d'attente peuvent facilement dépasser les 24 heures. On y revient dans un instant. Et puis enfin, traque avec cette affaire qui agite toute la Haute-Savoie. Un jeune détenu de 17 ans est recherché dans le département et est introuvable depuis le soir du réveillon, malgré les impressionnants moyens déployés. Les vraies voix Sud Radio. Alors, je ne trahirai pas nos vraies voix, mais tout à l'heure, dans le tour de table, Priscilla Ludowski évoquera ce sujet, mais ça sera dans la deuxième heure. Donc, tout de suite, c'est les mots dans l'actu. Vous en parliez, le gouvernement ne va pas, a priori, renouveler son accord avec l'association de lutte anticorruption nommée Anticor. Oui, on a bien dit a priori, car le gouvernement n'a pas encore communiqué là-dessus. Mais disons qu'il n'a pas donné suite aux relances de l'ONG. L'ONG qui a annoncé hier faire face à un refus implicite du gouvernement. Sa présidente Elise Van Beneden annonce ne pas être surprise par cette décision du gouvernement. Elle évoque comme motif le fait que nos actions contre la corruption agacent profondément le gouvernement. Sans cet accord, l'ONG peut toujours faire des signalements, mais ne peut plus se porter partie civile. Une démarche fondamentale car elle permet de contourner la décision d'un procureur dont la carrière dépend du gouvernement, de classer sans suite une affaire politico-financière sensible, ajoute-t-elle. Sur le réseau social X, l'avocat de l'association parle d'un pied de nez fait à la lutte contre la corruption et un cadeau de Noël fait aux corrupteurs. Mais tout ça aurait pu changer dès 2021 car Jean Castex, Premier ministre de l'époque, était en charge du dossier, mais évoquait un manque de transparence dans les méthodes de l'ONG, ce qui l'empêchait de renouveler l'accord. Anticor a décidé de contester cette décision devant la justice administrative. Oui, nous avions quelques réactions d'ailleurs sur le répondeur de Sud Radio sur ces ONG. Bon, c'est un sujet sur lequel c'est promis, nous revenons tout à l'heure à 18h15 avec Priscilla Ludowski. Les vacances s'enchaînent et se ressemblent pour les responsables des urgences. Une fois de plus, pendant cette période de fête, les urgences tirent la sonnette d'alarme, Louis. Bah oui, effectivement, la sonnette d'alarme n'est pas tirée par n'importe qui, mais bien par Marc Noiset. Alors, Marc Noiset, qui est le président du syndicat SAMU Urgence de France, il prend l'exemple du CHU de Strasbourg, qui a été obligé de déployer une unité sanitaire devant ses urgences pour éviter l'engorgement et les files d'attente de 8h à 10h d'ambulances devant son service. Mais il cite également le fait que dans le Finistère, 3 services d'urgence sont entrés dans un mouvement de grève début décembre. À Bordeaux, on n'a plus la capacité de décrocher au centre 15. Et puis dans le Var, c'est un service d'urgence sur 2 qui ferme dorénavant la nuit. Encore décrit celui qui est chef du service des urgences de Mulhouse. Cette année, encore une fois, on a la problématique de la conjonction de plusieurs épidémies, avec notamment la grippe, donc qui est en pleine ascension dans la partie est de la France, et une recrudescence du Covid. Alors face à cette situation, le gouvernement a tenté de réagir comme il a pu. Donc face aux tensions en matière de recrutement à l'hôpital public, l'indemnité forfaitaire pour le travail des dimanches et jours fériés, mais aussi travail de nuit pour une partie du personnel hospitalier, seront revalorisées au 1er janvier, conformément aux engagements pris par le gouvernement. Nos vraies voix, ces histoires des urgences, c'est un peu la dernière roue du carrosse à chaque fois à Belleboilly, hein. Vous savez, il y a une citation de James Freeman Clarke qui dit l'homme politique regarde à la prochaine élection, l'homme d'État regarde à la prochaine génération. L'état de l'hôpital qui se retrouve entre guillemets comme un grand mammouth malade, en fait, est la résultante de décennies d'économie où on a cru qu'il fallait fermer des lits, qu'il fallait fermer des services, et on se retrouve 20-30 ans plus tard avec un hôpital qui est malade, alors que ce sont les patients malades qui devraient trouver réconfort dans l'hôpital, avec des situations qui sont très difficiles. Près de là où j'habite aussi, il y a pas très longtemps, il y a eu des morts dans la salle d'attente des urgences. Donc je comprends très bien ce qui peut être dit et le ras-le-bol que peut avoir toujours ces populations qui sont éloignées des villes, qui sont les premières à être frappées par cette énième injustice sociale. Et Priscilla Ludowski, si tout le monde veut aller aux urgences, c'est parce qu'en plus on ne trouve plus des médecins, quoi. Alors, entre ceux qui vont à la retraite et ceux qui désertent pour aller en centres médicaux, souvent, pour avoir une meilleure position, j'ai envie de dire. C'est compliqué aussi parce que depuis des années, il y a une sorte de démantèlement
services publics en général et en particulier des services hospitaliers et aussi dans les Outre-mer. Mayotte et en Guadeloupe, c'est assez critique. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on a beaucoup entendu pendant le mouvement des Gilets jaunes les revendications liées aux services publics. Parce que c'était ça aussi. Ouais. Parce que les personnes qui se mobilisaient étaient en dehors de l'Île-de-France et étaient aussi préoccupées par la fermeture d'hôpitaux complets, plus que de fermeture de lits. Et on peut parler des écoles, etc. Mais je pense qu'il y a un vrai sujet sur les services publics en France. Ouais. William Tay, moi je cherche un dermatologue en ce moment, j'en trouve pas. Vous trouvez ce qu'il faut ou pas? Non, mais c'est vrai, c'est devenu n'importe quoi. On a l'impression qu'on est en... Ça dépend où vous êtes situé. Il y a une inégalité dans l'offre de soins en France, mais... la situation des urgences, elle résume un peu l'état et les problèmes de la France. C'est-à-dire que vous avez des dépenses publiques qui sont records. La France est quand même le pays qui dépense le plus pour sa santé. Donc on peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent sur la table, contrairement à ce qui est dit. C'est-à-dire que la France est celui qui dépense le plus avec l'Allemagne des pays de l'OCDE. On dépense, je crois, 7 000 € par habitant et ça regroupe à peu près 15% de notre PIB. C'est-à-dire que si vous prenez l'ensemble des États et l'ensemble des points de dépense, la France aujourd'hui est celle qui dépense le plus, qui rembourse le plus et celle qui permet notamment aux personnes de dépenser le moins. Donc nous sommes tentés de rajouter après plus le terme mal, qui dépense le plus mal. Donc. Je pense que c'est ça le problème, c'est qu'on dépense aujourd'hui très mal. C'est-à-dire que quand vous regardez les dépenses aujourd'hui de santé, comment ça se fait qu'en dépensant autant que l'Allemagne par habitant pour les dépenses de santé, on a aujourd'hui moins de lits d'hôpitaux, on a le personnel soignant est quand même moins bien rémunéré, et aujourd'hui on a l'impression d'être moins bien soigné. Je pense que un problème, c'est qu'on ne veut pas organiser l'offre de soins. C'est-à-dire qu'on devrait réorganiser l'offre de soins pour le faire à peu près en 3 étapes. La première étape, c'est l'offre de proximité, qui est à peu près le médecin généraliste. Mais est-ce que les médecins généralistes sont bien répartis sur l'ensemble du territoire? Suffisamment. Et avec le numerus clausus qu'on a mis en place pendant 30 à 40 ans, on n'a pas mis ça en place. Deuxième étage, c'est l'hôpital. Est-ce que l'hôpital doit être le premier lieu ou le lieu en dernier ressort? Et ensuite, après, il y a un point, c'est est-ce qu'on doit pas organiser géographiquement pour faire en sorte que les villes soient interconnectées les unes des autres, notamment avec les nouveaux transports en commun, les voitures électriques et les voitures autonomes. Oui, parce que pour l'instant, le 3e étage, c'est le cimetière. Ouais, je sais, c'est facile, mais enfin, ça ressemble quand même un petit peu. Allez, cher Louis de Kergorlet, on termine avec cette histoire d'évasion et non pas à Vincennes, mais bien en Haute-Savoie. C'est tous les jours, finalement. Un détenu de 17 ans est introuvable depuis le 24 décembre dernier. Oui, tout à fait. Un jeune visé par une information judiciaire pour vol avec arme commis le 8 décembre dernier à Salanches, donc en Haute-Savoie. Le jeune homme était incarcéré au sein du quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Bonneville. Et vers 15h, donc dimanche dernier, le jeune détenu profite d'une extraction médicale pour s'évader alors qu'il était sous la garde de surveillants pénitentiaires, a précisé la procureure d'Annecy. Le jeune homme a été conduit dans un centre hospitalier pour une suspicion de fracture. Il se plaignait d'une douleur au poignet après une bagarre, mais au moment de repartir et de remonter dans le véhicule censé le ramener en prison, le détenu a pris la fuite en courant alors qu'il a encore un poignet menotté. Un appel à témoins a donc été lancé, et puis un hélicoptère, une brigade cynophile, c'est-à-dire de chiens, et un drone thermique ont même été déployés. Et place désormais, dès aujourd'hui, à des investigations judiciaires pour tenter de trouver l'éventuel point de chute du mineur. Ça me donne l'idée d'un film, ça s'appellerait La Grande Évasion. Je sais pas, ça peut peut-être marcher, je sais pas ce que... Mais autant de moyens, c'est assez impressionnant. Merci Louis de Kergorlet. Dans un instant, c'est votre grand débat, les auditeurs de Sud Radio. À 17h30, ça arrive. Hashtag féminisme, hashtag violence conjugale. Ça, c'est dans l'actualité. Et d'où la question que nous vous proposons. Les hommes et les femmes ne sont-ils pas en train de s'éloigner les uns des autres? Nous aurons une spécialiste qui sera avec nous, spécialiste de la thérapie de couple notamment. Elle nous attend. Les vraies voix sont là. Vous aussi, les auditeurs de Sud Radio. Vous pouvez participer à la petite consultation sur le compte X Twitter. Vous répondez à cette question. Pour l'instant, la tendance, c'est oui, on a tendance à s'éloigner. Mais je vais vous donner les chiffres. Allez-y, continuez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons. Prendre. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Les vraies voix sont avec vous, les auditeurs de Sud Radio. Vous pouvez les interpeller, évoquer avec eux les sujets que nous vous proposons. Ce soir, un petit nouveau. Nous le resaluons, Abel Boilly, le président de l'association FR, Tous Uniques, Tous Unis, et auteur du livre Qu'est-ce qu'être français? William Tay, un habitué, le président du think tank Le Millénaire. Sacré boulot que vous faites tous ensemble, là, Le Millénaire. Et puis, Priscilla Ludowski, gilet jaune de la première heure. Ça, on le gardera à chaque fois, ça.
5 ans, on y est. Ça marche bien. Hein. Tiens, moi je serais là. Eh bien bonjour, Priscilla, elle était gilet jaune de la première heure. Bon, présidente de la Ligue citoyenne et co-autrice de Gagner pour que la politique change vraiment nos vies. C'était aux éditions Au Diable Vauvert. Merci à tous les trois d'être parmi nous. Nous y allons, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Sommes-nous encore faits pour vivre ensemble, hommes, femmes? Sommes-nous encore compatibles? Les divorces, les violences conjugales, les méthodes de procréation, les genres, les sexualités, tout converge vers une séparation de l'homme et de la femme. Je t'aime moi non plus? Non, c'est beaucoup plus violent que ça. Hashtag féminisme, hashtag violence conjugale. Les hommes et les femmes ne sont-ils pas en train de s'éloigner les uns des autres? C'est ce que nous vous proposons de c'est ce sur quoi nous vous proposons de réagir. Le ex-compte Twitter de Sud Radio, pour l'instant large tendance pour dire que oui, effectivement, nous nous éloignons les uns les autres. Les vraies voix. Avant de nous laisser la parole, je vais accueillir Alexandra Vantimbella, qui est donc notre grande témoin, sexologue clinicienne, thérapeute de couple et sophrologue. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Bon, on voulait absolument vous avoir parce que, bien sûr, avec nos vraies voix, on va évoquer l'aspect sociétal, mais vous êtes dans l'intime. Est-ce que, moi, par exemple, j'ai un certain âge et je suis déjà parent de divorcés et mes grands-parents aussi avaient divorcé. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais on a quand même l'impression que, par exemple, les familles monoparentales, ça se multiplie. Alors, oui, c'est vrai que dans les chiffres, on a quand même beaucoup de personnes séparées, de personnes célibataires également, qui n'ont même pas été en couple avant de se séparer, on va dire de couple durable. Alors, c'est vrai que moi, comme je suis thérapeute de couple, je vais plutôt voir des personnes qui sont encore ensemble. Oui, et on espère, et là ça dépend un peu de vous aussi quand même, c'est qu'ils le resteront. Mais c'est pas aussi simple que ça, justement. C'est tout le challenge, justement. Quand ils viennent voir un thérapeute ou une thérapeute, c'est souvent qu'ils sont au bord de la séparation. Donc, parfois, c'est déjà trop tard. Est-ce que ces séparations ont évolué au fil des années? Est-ce que celles d'aujourd'hui répondent à cette incompatibilité qu'on essayait de présenter là sur ce sujet qui est le nôtre aujourd'hui? Alors, je pense que ce que j'entends, moi, en tout cas, des personnes qui viennent me consulter, alors, beaucoup viennent pour des problématiques d'ordre sexologique, puisque je suis sexologue, mais souvent, la difficulté qu'ils peuvent rencontrer autour de ce sujet de l'intime est en réalité beaucoup plus globale dans leur relation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui viennent impacter cet aspect-là, en fait, de la relation de couple. Donc, les autres aspects, il y a forcément le travail, le partage des tâches, l'éducation des enfants. Et effectivement, avec, je pense que dans nos sociétés où il y a de plus en plus de femmes qui travaillent, comparativement à avant, on va dire, eh bien, il y a des sujets où les gens cherchent la manière de se répartir les tâches, les rôles, et donc tout ça, effectivement, ça fait partie des sujets de discussion lorsqu'ils viennent en séance. Bon, alors on va revenir évidemment avec vous sur ces détails, mais avec les vraies voix notamment, je voudrais juste vous donner donc ce premier chiffre qui tombe, la consultation X sur radio. Les hommes et les femmes ne sont-ils pas en train de s'éloigner les uns les autres? Pour l'instant, vous dites oui, tenez-vous bien, à 80%. 80%. Vous le ressentez ça, Abel Boilly, par exemple? À titre personnel, je ne parlerai pas de séparation ni d'éloignement, mais de redéfinition. Il y a une redéfinition du rapport entre l'homme et la femme, redéfinition par l'ère du temps qui veut que dans les sociétés occidentales dans lesquelles nous vivons, le socle familial n'est plus autant un pilier de la société comme ça pouvait l'être avant. Il y a le rapport à la performance aussi. Tout à l'heure, Madame parlait justement de l'intime. Je pense que la prolifération aussi de tout ce qui va être hypersexualisation dans la société. Oui, notamment nos petits jeunes qui sont confrontés à ça, ils arrivent et ils imaginent qu'il faut être comme Rocco
Donc aussi Freddy ou comme moi, par exemple. Non, je plaisante. Oui. J'y continue. C'est mon cœur de travail, mais c'est vrai qu'il y a cette question de la performance. Et souvent, quand on parle de performance du côté des hommes, il y a toujours une vision égoïste de la performance. C'est comment vais-je pouvoir satisfaire une femme sans d'abord poser la question à qu'est-ce que la femme souhaite pour être satisfaite. Donc il y a cette dichotomie, cet éloignement. Et puis bien entendu, le troisième point, c'est le mouvement MeToo, la libération de la parole des femmes, qui est à la fois une bonne chose, mais qui pour moi, je travaille beaucoup sur le sujet des violences faites aux femmes aussi, est loin d'avoir tout réglé, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui malheureusement subissent des violences, sans compter le sujet de la pédocriminalité intrafamiliale aussi, qui est malheureusement un sport national. Donc voilà, c'est toute une redéfinition dans laquelle nous sommes, qui trouble la société. Ça constitue un grand trouble chez beaucoup d'hommes, chez beaucoup de femmes, mais je pense que c'est quand même un moment par lequel il faut passer pour, je l'espère, arriver à une relation plus équilibrée entre l'homme et la femme. Vous avez tracé un portrait et un tableau complet. Revenons sur peut-être le premier point que vous avez évoqué. C'est vrai qu'au départ, nous sommes dans ce qu'on peut appeler une société patriarcale. En tout cas, c'est ce qui est dénoncé par les féministes. Écoutez la définition proposée par ce professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris-La Sorbonne, Yvan Jablonka, sur le patriarcat. Le patriarcat, c'est une structure de pensée qui confond le masculin et l'universel. C'est-à-dire, pour le dire autrement, beaucoup d'hommes considèrent qu'ils représentent tout le spectre de l'aventure humaine, que ce soit dans leurs pensées, leurs sentiments, leurs engagements. Et il m'a paru important de dire que le masculin n'incarne pas toute l'aventure humaine, mais le masculin n'incarne qu'une culture, un genre ou un point de vue. Priscilla Ludowski, vrai, c'est quoi cette société patriarcale? Vous la sentez telle qu'elle ou pas? Oui, je pense qu'évidemment ça a évolué parce que grâce à des militantes qui depuis de nombreuses années luttent pour les droits des femmes. Mais je pense qu'on arrive à un stade où il y a toute cette incompréhension, parfois des deux côtés aussi, parce que pour moi, je pense que sur beaucoup de sujets, on a la transition à la croisée de repenser les choses. Et que quand on doit... Où suis-je vraiment? C'est un peu la question. Exactement. Où je me situe, comment je fais pour... déjà, comment je me documente, comment je comprends ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui est à ma disposition pour que je comprenne ce qui se passe, où je me situe. Culturellement, est-ce que c'est en phase avec ce que moi j'ai connu? Et je pense que tout ce questionnement-là, alors ça aide parce que c'est important de se questionner, mais je pense que c'est difficile de trouver son chemin. Tout à l'heure, on parlait de séparation et je pense que on a comme ça ce qu'on a appelé des valeurs qui sont pas forcément des valeurs, mais qui sont des codes qui ont été institués à un instant T de l'histoire, comme le fait de vivre absolument ensemble quand on est en couple, ce qui en réalité est pas forcément une obligation. Et rien que le fait de remettre ça en question, de dire est-ce que vraiment quand on est en couple on doit habiter ensemble, est-ce que c'est important, pourquoi, dans quel type d'espace, et qu'est-ce qui fait que quand on est dans un espace très exigu, du coup on se retrouve à se taper dessus. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qu'on a le droit de remettre en question, mais c'est comment on le fait, avec qui on le fait, dans quelle sphère on le fait, à partir de quel âge aussi. La question de l'éducation elle est importante, je trouve aussi, autant dans la sphère familiale que par les programmes dispensés par l'Éducation nationale. Évidemment, je ne veux pas me substituer à mon excellente collègue Brigitte Lahaye, tous les jours sur Sud Radio de 14 à 16h, mais nous avons la chance d'avoir Alexandra Vatimbella avec nous, qui est sexologue. On vient d'expliquer certains changements. Alexandra, est-ce que dans l'intime, est-ce que dans la sexualité du couple, on sent finalement, peut-être, je dirais, un petit peu d'inquiétude chez les hommes, si on essaye de tirer les tendances là, et puis un peu d'incompréhension chez les femmes? Alors, en fait, l'histoire de la performance, elle vaut aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Oui, alors peut-être que c'est plus récent, ça, effectivement, par rapport à avant. Mais la plupart des personnes qui viennent me consulter viennent d'ailleurs souvent dans un premier temps seuls, parce qu'ils ont l'impression de ne pas être à la hauteur de ce que leur partenaire voudrait ou ce dont leur partenaire aurait besoin. Et ça, que ce soit des hommes ou des femmes. Alors, pas forcément sur les mêmes sujets, mais... Ce que je remarque quand même beaucoup, c'est que cette histoire du devoir conjugal existe toujours. Oui, dans devoir conjugal, il y a devoir. C'est ça qui fait bizarre quand même. Voilà.
Voilà. Et alors ça, c'est sûr que c'est plus pour les femmes. Alors, mais il y a quand même cette histoire de performance derrière, finalement. Je ne suis pas à la hauteur de ce qu'on attend de moi et de ce qu'on attend d'une femme. Et concernant ce que disait Abel, le fait d'avoir pour ces nouvelles générations grandi avec, on va dire, un afflux d'images pornographiques, est-ce que ça a aussi brouillé les données ? Ça peut, effectivement, ça peut laisser la place à certaines représentations autour de ce que serait une sexualité performante lorsqu'on est un homme vis-à-vis d'une femme, effectivement. Mais même, du coup, dans l'autre sens, c'est-à-dire, les femmes peuvent en fait avoir l'impression qu'elles doivent faire certaines pratiques ou avoir certains comportements pour rentrer dans les codes. Donc, c'est vrai que ça influence. Ce que j'entends, effectivement, enfin, on va dire que ce sont des sujets qui viennent en séance, bien sûr. Bon. Et aussi avec les addictions autour de la pornographie, qui concernent plus particulièrement les hommes. Oui, voilà. Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'on va aussi dans ce débat parler des violences conjugales. Nous en avons parlé. Souvent, ça se fait sous emprise de l'alcool. On peut dire que l'alcool est une addiction. Là aussi, il y a ce problème d'addiction. Je voudrais avec vous, William Tay, évoquer ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire le travail qui a pris une part énorme dans la société. Ces temps que nous avons à nous finalement, qui sont de plus en plus courts, mais ça concerne dans le couple aussi bien l'homme que la femme, puisque les deux travaillent. Oui, vous posez bien le sujet, parce qu'à l'époque, en fait, est-ce que les hommes et les femmes se séparent ? C'est surtout une question générationnelle. Je pense que si vous posez la question à des personnes qui ont plus de 60 ans, 70 ans, 80 ans, elles vous donneront pas la même réponse que quelqu'un qui en a 20 ou 30. Donc il y a une première partie, c'est générationnel. Il y a une autre partie aussi, c'est que la vision du monde est à peu près équivalente pour 85% des Français dans les années 60, 70. Là, actuellement, on n'a pas la même vision du monde, que ce soit vous, Abel ou Priscilla et moi, ou même Madame, entre nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément la même idéal de qu'est-ce que c'est qu'une relation de couple, qu'est-ce que c'est qu'une relation à deux, et qu'est-ce que doit être une relation à plusieurs. Et à partir de là, à partir du moment où vous êtes sur une phase qui est plutôt libérale, c'est-à-dire d'augmentation des droits individuels, aussi bien des hommes que ceux de la femme, avec les mouvements qui ont été cités, MeToo, libéralisation de la femme, mai 68, etc., vous avez chacune des personnes qui veut vivre à sa manière. Surtout qu'en plus, le monde est désormais ouvert avec les nouvelles technologies de l'information, de la communication, les réseaux sociaux, Instagram, etc. Donc maintenant, chacun veut vivre comment il le souhaite. Et quand vous voulez vivre comment il le souhaite, et comme chacun a très peu de temps disponible, aujourd'hui, le bien que nous avons le plus précieux, c'est pas l'argent, c'est surtout le temps. Donc aujourd'hui, vous devez consacrer sur comment vous devez répartir aujourd'hui votre temps libre. Est-ce que votre temps libre, vous décidez de le vivre à deux ? C'est difficile si par cas vous partagez pas forcément les mêmes idéaux de ce qu'ils doivent faire ou pas. Et la notion d'effort, notamment sur le fait de partager, comme l'a rappelé Madame, les tâches quotidiennes, le fait de devoir correspondre à l'idéal que l'autre partage et que vous partagez pas, fait que vous devez faire de plus en plus de sacrifices. Et est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à faire des sacrifices, alors que dans l'époque post-Covid, on voit notamment que le désir de se recentrer sur soi, la quête de sens est beaucoup plus importante. Voilà, aussi la question du Covid. Avec le temps, tout s'en va, bien sûr. Là, on ressort la chanson, évidemment, de Léo Ferré. 0826 300 300. Adonis, notre auditeur du jour, direction Bordeaux. Adonis, la tendance, on l'a vu dans la consultation, c'est oui, les femmes et les hommes ont tendance à s'éloigner les uns des autres. Vous êtes plutôt dans cette optique ou dans l'autre, vous ? Force de constater que effectivement ça prend la tournure, mais il y a sûrement des explications à ça. Vous en avez une, par exemple, vous ? Alors, il y a tellement de raisons qui peut justement amener à ce que les hommes et les femmes s'éloignent. Déjà, on a toujours peur aujourd'hui de parler à une femme, à une fille, parce que on ne sait pas comment ça peut être interprété. Je vous vois venir, la fameuse drague, ça c'est vrai. Pour tous ceux qui ont été dragueurs, ça vous concerne peut-être, Adonis. Allez, moi je l'avoue, je l'ai été. Mais moi j'ai été un vrai dragueur, mais c'est vrai que je ne drague plus. Déjà parce que je suis trop vieux. non, mais continuez, Adonis. Alors moi pas parce que je suis trop vieux, mais parce que tout simplement je suis marié depuis 30 ans. Ah oui, moi aussi, c'est vrai, pardon, excusez-moi. Priscilla me regarde avec les gros yeux. Déjà. Ça commence par là. Ouais. Donc après, il y a des. Alors,
sais pas comment on peut appeler ça, des efforts. Oui, non, enfin, je sais pas. Des adaptations. Ouais, ce qu'on appelait des concessions. Voilà, il faut que ça soit dans les deux sens, l'homme, la femme, dans le couple. Il faut que chacun mette du sien, quoi. Enfin, qu'il y ait un partage, que ça soit pas toujours le même qui fasse le boucher et l'autre le veau, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais effectivement, Adonis. Alors, on arrive effectivement à ces, vous avez parlé tout à l'heure de MeToo, à ces façons d'être finalement qui changent un petit peu. Et est-ce heureux ou pas, c'est pas à moi de le juger. En tout cas, il y a beaucoup d'avancées. Et je vous propose d'écouter cette féministe qui intervient, comme beaucoup de féministes, avec beaucoup de véhémence, notamment sur l'affaire Depardieu. Et écoutez ce propos donc de la journaliste essayiste Lorraine Bastide, en question le déséquilibre homme-agresseur, femme agressée face à la justice. Je trouve que c'est extraordinaire que dans cette conversation qu'on est supposé avoir, finalement, on demande aux victimes de raconter en boucle ce qu'elles ont subi, pendant que les violeurs peuvent s'abriter derrière leurs avocats, parler par communiqué et attendre un procès qui n'arrivera jamais, parce qu'ils ne seront pas jugés. Parce que les hommes puissants et riches ne sont pas jugés. Les hommes puissants et riches attaquent leurs victimes en diffamation. Et généralement obtiennent d'ailleurs réparation. Il est là le contexte dans lequel nous sommes, c'est-à-dire que les femmes ont l'impression d'être agressées et de ne pas pouvoir se défendre, les hommes ont l'impression d'être agresseurs, et il se passe des choses comme ça. Un mot sur l'affaire Depardieu, Priscilla Ludowski. Il est clair que il y a un débat. Est-ce que l'homme doit quand même conserver sa présomption d'innocence, quel que soit son statut, ou est-ce que lorsque il y a un doute, il faut tout de suite enrayer, parce que de fait, la femme est en situation de faiblesse? Je suis assez d'accord avec ce que dit Lorraine, parce que effectivement il n'y a pas le même pouvoir d'agir d'un côté et de l'autre. Et effectivement, que ce soit Gérard Depardieu ou une personne de son statut, évidemment que tout le réseau qui se met en place, que ce soit un réseau d'amis, de collègues, peu importe, c'est un réseau qui est important, qui pèse dans le débat public, et c'est clairement pas les moyens qu'ont les victimes en face, les personnes qui accusent Gérard Depardieu, et d'ailleurs d'autres personnes élèvent la voix en disant notamment que dans le milieu ça se fait, que ça devrait être dénoncé plus souvent, et certainement que certaines ne l'ont pas fait avant parce qu'elles sont menacées dans leur carrière. Et c'est aussi la notion de sacrifice ou de performance qu'on évoquait tout à l'heure, mais qui est pas liée au sujet du sexe, et encore, pour avoir un rôle, pour avoir une place dans une émission autre. Donc je pense que ce que dit Lorraine, c'est quand elle dit les hommes puissants ne sont pas jugés, c'est peut-être, alors il y en a qui vont en justice et qui sont condamnés, mais c'est quoi cette condamnation? Quel est le poids de cette condamnation? C'est pas totalement vrai aujourd'hui. Oui, William Tay. Il y a des condamnations, mais je veux dire, je pense qu'elle veut dire sur le poids face à la victime ou aux victimes. Ça c'est un autre point, mais il y a les moyens d'embaucher un avocat, enfin tout ce qui se met en place pour une personne qui a les moyens, mais pas forcément sur ce sujet-là. Ça peut même être sur un sujet différent d'agression. William vous répond, Priscilla. William. Oui, moi je suis d'accord avec ce que vous dites, mais je trouve que les propos tenus par Madame sont excessifs et caricaturaux et participent au fait d'éloigner les hommes et les femmes. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que lorsqu'elle dit que quelqu'un est puissant, n'est pas juste, c'est pas vrai. Tout ça, c'est complètement faux. Si aujourd'hui une femme essaie de porter une attaque en justice contre un Depardieu, un Emmanuel Macron ou n'importe qui, je dis pas qu'Emmanuel Macron, j'en sais rien, mais n'importe quel type puissant, forcément les médias vont saisir de cette affaire. Ça va se passer comme ça. Les médias vont saisir de cette affaire. Il y aura un article et il y aura une présomption de culpabilité sur l'homme puissant. Aujourd'hui, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si par cas vous avez ce premier paramètre qui est pris en compte, vous avez forcément un avocat qui va se dire il y a de l'argent à tirer, donc il va proposer service bénévolement à la personne qui est préjugée victime. Et donc du coup, vous avez toute une machine qui se met en place pour ça permet de libérer la parole de la femme, donc ça permet aux femmes qui sont véritablement victimes aujourd'hui de porter justice. Mais ce serait faux de dire que les hommes puissants ne sont pas victimes. Si aujourd'hui vous avez un nombre d'acteurs avec l'affaire MeToo qui ont été mis en cause et qui ont été après innocentés à juste titre, et vous avez quand même des carrières qui ont été brisées. C'est quand même un paramètre qu'il faut prendre en compte. Je vous interromps parce que le temps tourne. Je suis vraiment, c'est frustrant parce qu'on aurait plein de choses à se dire, mais c'est vrai que dans cette situation, on le voit bien. De fait, on se dit bon, l'homme est forcément coupable et la femme est forcément victime. Ce qui est dans la majeure partie des cas, puisque c'est le cas qui fait la situation et donc le procès le cas. Mais n'oublions pas que ça ne peut être forcément pas
obligatoire parce qu'il peut y avoir de la manipulation aussi. Abel, en 20 secondes, ouais. De toute façon, remettre en cause le principe de la présomption d'innocence, c'est remettre en cause l'état de droit, d'accord ? Maintenant, il faut avoir beaucoup de nuances dans ça, parce qu'il y a beaucoup de victimes qui sont victimes d'agressions sexuelles qui ne portent jamais plainte parce qu'elles ont peur. Et je pense que ce qu'a voulu dire la dame au travers de l'audio que nous venons d'entendre, même si le propos peut paraître outrancier, c'est que la victime a peur, elle a peur déjà lorsque son bourreau n'est pas puissant, et je pense que cette peur est amplifiée avec, lorsque le bourreau, on a parlé de Gérard Depardieu, bien entendu, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais on peut parler d'autres personnes. Il y a eu Hervé Weinstein, qui était le grand mania producteur d'Hollywood, qui était tombé. Donc c'est pas forcément évident aussi d'attaquer une personne médiatique. Les vraies voix, merci. Vraiment, c'était passionnant, je le savais. 80%, on peut pas. Alexandra Van Timbella, justement, je voulais vous remercier pour votre expertise. Si en 15 secondes, vous pouvez nous donner une conclusion, vous êtes fabuleuse. Alors, la conclusion, peut-être pas, mais quand même rappeler que les viols, les tentatives de viol et les violences sexuelles se font aussi au sein du couple. Et 45% des violences conjugales, les tentatives de viol et viols se font au sein du couple. Donc, juste pour rappeler aussi et c'est d'autant plus difficile de statuer pour la justice dans ces cas-là, puisqu'on est dans l'intime. Vraiment, merci de votre éclairage. Bravo, les vraies voix sur ce sujet. On en refera le même thème. Je reposerai la même question, peut-être. Parce que c'est vrai que c'est au cœur de notre vie. On a pris un petit peu de retard, on se dépêche. Dans un instant, nous jouons, attention, petit quiz pour se détendre, quiz musical. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. C'est le moment de s'amuser. Alors vous le savez, le qui c'est qui l'a dit des amis Cécile de Ménibus et Philippe David, on l'a changé un peu, c'est qui l'a chanté. Et pour ces vacances, je vous ai à chaque fois trouvé un petit thème de vacances. On a eu les chansons de Noël, les chansons de week-end. Là, ce sont les chansons d'enfants. C'est quand même les vacances scolaires, les enfants, tout ça. Adonis est toujours avec nous, notre auditeur depuis Bordeaux. Adonis, vous nous entendez ? Oui, tout à fait. Bon, alors, l'idée, c'est que vous choisissez une des trois vraies voix, donc William Tay, Abel Boilly ou Priscilla Ludowski. Vous faites ensemble un duo face aux deux autres. Il faut à chaque fois trouver le chanteur de la chanson. Vous choisissez qui, Adonis ? Priscilla. Priscilla s'est vue avoir une pression terrible. Je tiens à préciser que depuis l'histoire des vraies voix, je suis nul à ce jeu. Voilà. Désolé. Bon, alors attention, nous y allons. Toutes les chansons concernent les enfants. Qui chante ça ? Enfants de tout pays, tendez vos mains. Enrico Macias, Adonis. Bravo. Ça fait 1 pour l'équipe Adonis et Priscilla. William et Abel se sont regardés, mais c'est pas notre génération, ça. Mais ça dégaine chez Adonis. Oui, Adonis, il est bien. Allez, deuxième extrait. Comme un enfant aux yeux de lumière. Marie-Myriam. Oui, Marie-Myriam, Adonis. Priscilla Ludowski, c'est pas Chantal Goya. C'est-à-dire qu'elle entend enfant, elle se dit vous savez que c'est notre dernière gagnante de l'Eurovision de la chanson, Marie-Myriam, l'oiseau et l'enfant. Oui, vous êtes toujours là, William et Abel. Bon, très bien. Et pour l'instant, Adonis se balade. 3e extrait, c'est parti. Enfant de la lune, c'est mon frérot. Alors, faut le dire dans le micro, Priscilla. Non, j'ai pas trouvé, mais ça a l'air récent. Oui, ça c'est plus récent, je vous l'accorde. Ça se regarde. Adonis, non, une fois, 2 fois, 3 fois, c'est Slimane, Enfant de la Lune. On reste à 2-0, 4e extrait. Un enfant de toi. Michel Sardou. Et vous savez que pour gagner, il en faut 4. Alors attention, Adonis et Priscilla, qui est toute contente finalement. Attention, écoutez, ça aussi, c'est pas de votre génération. Dès que je chante cet air-là, je ne sais pas très bien. Mireille Mathieu, Adonis, vous êtes en train de faire de toute cette semaine la plus grosse démonstration. C'est clair. William Tay, Abel Boilly se sont regardés en se disant, je traduis, nous ne sommes pas ridicules là. Et puis Priscilla, on peut pas couper au montage en plus. Un petit commentaire, Priscilla, c'est-à-dire vous laissez la place à l'auditeur et vous le suivez. Moi je trouve qu'on assure. Bravo Adonis, c'est gagné. Allez, dans un instant les infos.
Bonjour à tous, c'est Alexandre Delovan et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. TF1. Il est 18h. Bonne fête avec Sud Radio. Parlons vrai. Le point sur l'actualité, voici le journal de Valentin Bonjean. Bonsoir Valentin. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La tempête Guérite bien en place entre la France et l'Angleterre. Les prochains jours vont être marqués par le mauvais temps. On fait le point sur la situation en début de journal. Le gouvernement refuse à Anticor le droit de poursuivre ses activités de lutte contre la corruption. Une décision qui provoque l'incompréhension, vous l'entendrez. Et puis on revient sur les événements qui ont fait la une en 2023. Retour ce soir sur le couronnement du roi Charles III, le plus vieux monarque à monter sur le trône britannique. Le vent se lève au large des côtes françaises. D'après les prévisionnistes météo, une tempête commence à se faire sentir sur le littoral nord-ouest de l'Hexagone et sur le sud des îles britanniques. C'est la tempête Guérite et Arthur Rib. À quoi doit-on s'attendre ? Des pluies importantes, de fortes rafales de vent entre 80 et 100 km/h. C'est en tout cas ce que rapporte Met Office, le service météorologique britannique. Concrètement, cette dépression touche la Bretagne et la Normandie. La pointe bretonne, la Manche et le Calvados ont d'ailleurs été placés en vigilance jaune par Météo France. Dans les prochains jours, la tempête Guérite devrait poursuivre son chemin jusqu'au Nouvel An. Elle s'enfoncera dans les terres de la Charente jusqu'à la région Grand Est, mais pourrait perdre en intensité. Les autorités vous appellent à la prudence, surtout si vous devez circuler dans le secteur. À la une de l'actualité également, l'enquête se poursuit après ce quintuple homicide à Meaux. Les corps de cette mère de famille et de ses 4 enfants retrouvés lundi dans leur appartement sont autopsiés aujourd'hui. La garde à vue du père des victimes, le principal suspect dans cette affaire, a été prolongé. Connu pour des troubles psychiatriques et pour des faits de violence conjugale, les experts vont devoir déterminer si son discernement était aboli au moment des faits. Remise en liberté pour 25 des passagers indiens qui avaient été immobilisés à l'aéroport de Vatry dans la Marne la semaine dernière. Ils étaient restés sur le sol français après avoir déposé une demande d'asile. Le juge des libertés de la détention leur a rendu leur liberté aujourd'hui pour un motif de forme. Malgré leur situation irrégulière, ils sont libres de leur mouvement. L'autorité administrative a fait appel de cette décision. Le ministère des Affaires étrangères freine Anticor. Ce matin, le Quai d'Orsay a refusé le renouvellement de l'agrément judiciaire à l'association. Il permet à l'ONG d'intervenir en justice sur des affaires de corruption ou de prise illégale d'intérêt. Une décision incompréhensible pour l'association. Philippe Pasco est administrateur national d'Anticor. On nous dit que l'association n'est pas transparente, est opaque. Mais dites-vous bien que si jamais on était opaque réellement dans nos fonds, il y a longtemps qu'on nous aurait envoyé une brigade financière, ils auraient sorti les affaires. Il n'y a rien. Nous sommes clean de partout. Nous avons un commissaire aux comptes pour nos comptes. Nous ne vivons que de dons et de subventions. Tous les administrateurs sont bénévoles. La décision de ne pas nous donner l'agrément est une décision purement politique. On dérange. Nous avons des affaires comme l'affaire Colère, le secrétaire général de l'Élysée. Nous avons des affaires contre M. Bolloré. Nous avions empêché plein d'affaires d'être étouffées. Des affaires Benalla n'auraient pas été jusqu'au bout si on n'avait pas été là. Ça arrange pas ces gens-là. Anticor va contester cette décision devant le tribunal administratif de Paris. Les nouvelles rassurantes de l'agence de sécurité du médicament face à la pénurie d'amoxicilline. L'agence a affirmé que des livraisons sont en cours chez les grossistes répartiteurs. La molécule pourra ensuite être distribuée entre les différentes pharmacies du territoire. Cet antibiotique est très difficile à trouver depuis cet automne, notamment les formes buvables pour les enfants. Alors que 2023 touche à son terme, on jette un coup d'œil sur les sujets qui ont fait l'actualité cette année. Et de l'autre côté de la Manche, c'est l'arrivée sur le trône d'Angleterre du roi Charles III qui a défrayé la chronique. Le 6 mai dernier, le monarque de 75 ans a officiellement été couronné à l'abbaye de Westminster. Une journée historique, François Germain. Eh oui, cela faisait 70 ans que le Royaume-Uni n'avait pas connu un tel événement. Des dirigeants du monde entier se sont retrouvés à Londres pour assister au couronnement de Charles III et de la reine consort, sa femme Camilla Parker-Bowles. Une cérémonie religieuse conduite par l'archevêque de Canterbury, la plus haute autorité dans l'église anglicane. Une cérémonie très protocolaire avec tenue d'apparat et procession en carrosse. Un événement suivi évidemment aux 4 coins du monde qui acte le début d'une nouvelle ère. D'ailleurs, depuis son arrivée sur le trône d'Angleterre, Charles III n'a pas caché son engagement en faveur de l'environnement. C'est la seule maison que nous partageons tous, a-t-il rappelé dans un message enregistré à l'occasion de Noël. Le Royaume-Uni dans l'actualité aujourd'hui, puisque le gouvernement a annoncé qu'il renonce
à revenir au système de mesure impériale dans le sillage du Brexit. Les quantités des produits vendus dans le pays resteront exprimées en kilos ou en litres plutôt qu'en livres et en gallons. Et puis le journal L'Équipe a dévoilé le nom des lauréats de son trophée de champion des champions. Le nageur Léon Marchand, la golfeuse Céline Boutier ont reçu les honneurs pour cette année 2023. Une distinction qui récompense les sportifs qui ont marqué l'année de leur performance. Nouveauté cette année, 2 athlètes paralympiques ont également été célébrés. Les paracyclistes Alexandre Léoté et Heidi Gauguin. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. C'est la fin de cette édition. Bonne soirée sur Sud Radio. Ouais, ça vaudra le coup d'être le champion des champions l'année prochaine. L'année des Jeux Olympiques. Merci Valentin Bonjean. La météo. La météo Sud Radio. Avec le temps va, tout s'en va. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Rémi André. Voilà, du changement. Ah oui, alors le changement, c'est cette perturbation qui est arrivée dès ce soir d'ailleurs, sur la Bretagne, la Normandie. Vous venez de l'entendre avec du vent qui souffle sur la Bretagne et sur, on va dire, le secteur de la Manche jusqu'à 90 km par heure. Du vent assez fort qui accompagne ces nuages et ces quelques gouttes de pluie, car la perturbation n'est pas des plus actives. Alors demain matin, elle aura circulé déjà sur une bonne partie du nord-ouest. On va la retrouver en fait depuis l'Aquitaine jusque vers le Grand Est, apportant par-ci par-là quelques gouttes, un vent assez sensible, notamment sur le littoral aquitain. Alors à l'avant de la perturbation, le vent continuera encore de souffler de secteur sud, du côté de la Méditerranée, ce qui amènera donc pas mal de grisailles autour du golfe du Lion, mais également en remontant sur la vallée du Rhône, à l'arrière de la perturbation. Mais on va déjà retrouver demain matin de belles éclaircies entre la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France. Mais cela ne sera pas bien durable, puisque dans l'après-midi, nous verrons à nouveau le vent se renforcer et les nuages revenir par la Manche, alors que le reste de la perturbation va peu à peu se désagréger sur place et les températures resteront quand même assez douces demain, toujours comprises entre 9 et 15 degrés de maximum. Ah, le vent. Merci Rémi André, merci, à tout à l'heure. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Place aux vraies voix en ce mercredi avec un trio de choc, vous les avez entendus, ça a été épique sur le rôle de l'homme et de la femme, enfin pas vraiment le rôle, sur la capacité que les uns et les autres ont à s'entendre et à faire un parcours ensemble. Nous allons avancer tout doucement vers ce qu'on appellera le coup de projecteur tout à l'heure et nous évoquerons la possibilité ou non, nous vous posons la question d'ailleurs sur le compte X de Sud Radio, compte ex-Twitter, êtes-vous aujourd'hui capable de réduire l'utilisation de la voiture thermique? Nous en parlons donc tout à l'heure. Les vraies voix sont avec nous. Abel Boilly, le président de l'association Tous Unis, auteur du livre Qu'est-ce que être français? William T, le président du think tank Le Millénaire. Et puis Priscilla Ludowski, présidente de la Ligue citoyenne et co-autrice de Gagner. Ça vient de sortir pour que la politique change vraiment nos vies. C'est ça? 11 janvier. Ça sort le 11 janvier. Ah, très bien. Voilà une idée de cadeau pour mon anniversaire. C'est la semaine prochaine, mon anniversaire. Des débats houleux en famille, ouais. Voilà. Nickel. Voilà, très bien. Alors, ou alors, il y a un autre moyen d'avoir des petits débats houleux, c'est de regarder les réseaux sociaux et ça fait tout de suite clic. Le top clic, justement, Louis de Kergorlet. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top clic. Louis, dans votre top clic du jour, l'affaire... Tiens, Gérard Depardieu, qui fait des émules, notamment chez la jeune génération de comédiens et plus particulièrement chez une jeune actrice appelée Lucie Lucas, qui commence à devenir l'égérie des réseaux sociaux. Pourquoi ? Voilà. Alors, cette actrice, vous l'avez peut-être aperçue dans la série Clem, diffusée sur TF1. Donc, dans les suites de l'affaire Depardieu et de cette tribune signée dans Le Figaro, la jeune comédienne s'est exprimée dans un long post Instagram. Elle y parle de sa lassitude de protéger l'ancienne génération d'acteurs depuis 15 ans qu'elle effectue ce métier. Alors je vais vous en lire un extrait. Combien de comportements inadmissibles ai-je tu ? J'ai beaucoup de choses à dire sur certaines personnes de cette liste délicieuse de co-signataires. J'espère que vous êtes prêts pour la retraite parce qu'on ne vous protégera plus. Elle désigne ensuite sa partenaire à l'écran dans la série Victoria Abril. Tu veux qu'on parle de tes nombreuses agressions, y compris sexuelles envers tes partenaires ? Tu flippes toi aussi. Et à y réfléchir, tu as raison.
Réaction sur les réseaux sociaux où beaucoup la comparent à Adèle Haenel. Vous vous souvenez, l'actrice qui avait quitté les Césars après la récompense d'un film de Roman Polanski. Eh bien, pour cet internaute, par exemple, c'est peut-être maintenant le vrai MeToo du cinéma français. Pour d'autres, Lucie Lucas est leur queen de l'année 2023, comprenez leur figure modèle et inspirante. D'autres sont allés déterrer un post sur ses réseaux sociaux datant de quelques mois où elle faisait part de sa joie de retrouver Victoria Abril dans une nouvelle saison de Clem, la même qu'elle accuse aujourd'hui d'agression. Victoria Abril, qui n'a toujours pas réagi à ces accusations portées par Lucie Lucas, saluée unanimement pour son courage. Oui, alors c'est tellement facile de dire tout et n'importe quoi aussi. Est-ce que c'est vraiment du courage ? Bon, la sentence, ça serait la retraite. Attention, hein, c'est pas une condamnation d'être à la retraite quand même, mademoiselle. Juste vous dire ça. Alors après, pour le reste, c'est vrai que ça devient très intéressant. Peut-être réaction à Abel Boilly. J'ai vu ce matin que la moyenne d'âge des signataires de la tribune pour Gérard Depardieu était ce qu'on appelait des boomers. La moyenne d'âge est supérieure à 70 ans. Il y a aussi une histoire générationnelle. On parlait différents hommes-femmes, il y a aussi différents générationnels. À l'image de ce que l'on voit dans différents pôles de la société, y compris dans le milieu artistique, nous avons affaire à une fracture générationnelle. Donc, on respecte toujours la présomption d'innocence, mais il est vrai qu'il serait étonnant de voir que tous ces co-signataires n'aient pas vu, n'aient pas entendu, n'aient pas eu des oui-dire d'attitudes qui pouvaient se faire à l'époque, qui ne sont plus tenables aujourd'hui. Aujourd'hui, il y avait des blagues salaces qui étaient acceptées, il y avait peut-être des gestes qui aujourd'hui sont considérés comme des agressions sexuelles, et pour peut-être une partie de l'ancienne génération, parce que je porte beaucoup d'attention à l'esprit de nuance, eh ben il y a des habitudes, qui continuent d'être promulguées, et quand vous avez une personne qui vous dit je suis innocente, vous pouvez la regarder en vous disant mais qu'est-ce que tu racontes, c'est quand même fou ce que tu as fait, mais comme cette personne a grandi dans une atmosphère où tout le monde agissait de la même manière et où personne n'était inquiété pour cela, donc il y a peut-être à la fois faut pas tomber dans l'extrême à jeter tout ce qui est ancien à la poubelle, mais en même temps, on est toujours dans cette transition à l'image de ce que l'on disait dans le rapport entre les hommes et les femmes. Mais on le voit bien, hein, il y a eu par exemple Michel Leb, comique, qui avait ses sketchs alors sur l'africain, sur le chinois, tout ça. Aujourd'hui, ça serait considéré comme, c'est considéré comme raciste. À l'époque, ça ne l'était pas. Oui, juste un petit mot, Abel. Juste un petit mot. Moi, je n'aimerais pas dire ça ne l'était pas, parce que je me souviens d'une blague, notamment dans un de ces sketchs qui passait en prime time sur TF1, où il demandait à un noir est-ce que c'était lunettes? Non, c'était narines. Donc effectivement, lui, quand il fait cette blague, il ne se dit pas. Mais c'est choquant. Je veux dire que nous, on a vu nos parents être heurtés par cela et grandir dans cette France en blessant la tête parce que c'était une blague qui était considérée comme normale. Bon, les vraies voix, on avance. Il y avait plein de choses à dire. Merci Louis de Kergorlet. Justement, le tour de table, les vraies voix vont intervenir. Encore ces stupides actualités. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Le tour de table de l'actualité. Allez, le tour de table de l'actualité. Nous commencions par William Tay. Donald Trump va-t-il revenir à la Maison-Blanche ? Alors ça, c'est intéressant. Dans les événements de 2023, j'ai rappelé que c'était l'année de ces 4 inculpations. Il y a le 4 mars prochain un procès, c'est ça ? Oui, moi je trouvais que le retour de Donald Trump était un peu anachronique avec les évolutions qu'on voit et les évolutions de sujets qu'on évoque. On évoque la question notamment des femmes et sur le fait que des personnes doivent partir à la retraite lorsqu'elles se comportent mal à des femmes. Donald jolie Trump synthèse de tout là. A été, au minimum désobligeant, voire même, si c'est pour pas dire plus, envers certaines femmes. Et pourtant, il s'apprête à revenir en force. Donald Trump, c'est quand même quelqu'un qui, avant de quitter le pouvoir, avait été inculpé, ou en tout cas accusé d'avoir lancé un assaut sur le Capitole. Et aujourd'hui, il est plus proche que jamais de revenir au pouvoir. Et la question que je pose, moi, c'est avec l'ensemble des éléments qu'on a, parce que nous, on suit souvent les élections américaines, donc on peut dire aujourd'hui que c'est le grand favori de l'élection américaine, sauf si il est déclaré inéligible par la justice en raison de différents facteurs. L'évolution sociologique des États-Unis, le fait que maintenant les Afro-Américains, les Latinos votent davantage pour Donald Trump qu'ils le votaient pour les candidats républicains. Donc il y a un certain nombre de clichés qui existent en France, qui aujourd'hui Donald Trump auquel a répondu. La question que je pose, c'est si Donald Trump revient, est-ce qu'aujourd'hui on tiendra le même discours qu'en 2016, qui est c'est un fasciste, c'est un raciste, etc. Ou est-ce qu'on prendra en compte le fait que le paysage mondial est en train d'évoluer ? C'est-à-dire que ce qui s'est passé aux États-Unis s'est réalisé également au Royaume-Uni avec le Brexit et l'élection de Boris Johnson. Ça s'est passé également en Italie avec l'élection de Mélanie. Ça s'est passé également récemment en Argentine aussi. En Argentine, etc. Voilà. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui fait que le monde est en train de changer, un peu comme ce que vous avez connu dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de concitoyens dans les populations occidentales qui sont en révolte contre un système. Et est-ce qu'aujourd'hui doivent être
être prises en compte, ou est-ce que toutes les personnes qui doivent porter leur thème doivent être forcément que des populistes, ou est-ce que des personnes qui sont dans des partis du gouvernement peuvent reprendre ces thématiques et y répondre? Et puis Priscilla Ludowski, il y a quelque chose, parce que souvent on fustige on va dire l'organisation de la vie politique en France, mais quand on a le choix entre seulement Donald Trump et Joe Biden, c'est assez réduit le choix quand même pour les Américains, pour les électeurs. Je trouve pas que le choix il soit réduit, je pense qu'il y a le même sujet que partout, et à savoir en France, il y a 579 partis. La question c'est pourquoi on n'en entend pas parler, pourquoi on leur donne pas plus la parole, on entend toujours les mêmes, et je pense qu'aux États-Unis... S'il faut choisir entre 579... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y en a pas deux. Et je pense pas qu'aux États-Unis il y en ait que deux. Et je pense qu'il y a, mais au bout du compte, il y a des primaires républicains et démocrates, mais on n'en retrouve que deux, quoi. Oui, on n'en retrouve que deux, mais c'est à quel point on donne de la voix aux autres qui se mobilisent aussi pour faire de la politique et pour vraiment changer les choses de différentes manières, etc. Est-ce que c'est normal qu'un personnage comme Donald Trump arrive au pouvoir? C'est pas parce que un personnage comme lui est capable d'adresser peut-être des problématiques sociales que c'est le bon personnage pour les porter. Parce qu'il y a d'autres problématiques par ailleurs. Donc du coup, moi je pose la question de la responsabilité des médias à donner de la voix à d'autres partis politiques, à d'autres mouvements politiques. On entend bien. Et surtout, et faire le parallèle avec même ce qui se passe en France avec Anticor, en fait, à quel point ces organisations-là qui sont fragilisées dans leur pouvoir d'agir n'entraînent pas en fait de fait l'émergence de candidats comme Donald Trump et comme du coup Marine Le Pen en France. Message reçu, nous poursuivons le tour de table dans un instant. Restez bien avec nous. Vous intervenez aussi, vous les auditeurs, au 0826 300 300. Et puis la consultation aussi sur le compte X, ex-Twitter, compte de Sud Radio, avec la question que nous vous posons. Allez-y, faites-vous plaisir. Nous sommes avec vous. C'est Céline Alonso. Je vous souhaite de joyeuses fêtes avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Et vous avez tout à fait raison de nous rejoindre sur Sud Radio. Nous sommes en plein tour de table où chacun y va de son sujet qui lui tient à cœur et il le défend bec et ongle. Sachant que nos trois vraies voix, vous avez ce soir William T, vous savez, du think tank Le Millénaire. Vous avez Priscilla Ludowski, vous savez, la gilet jaune de la première heure. Et puis Abel Boilly, le petit nouveau. Oui. Il est là. Et alors franchement, on dirait qu'il a fait les vraies voix depuis toujours. On est d'accord, hein, William et Priscilla, hein, Abel, là, je facile, le prends comme un compliment. Il manque plus qu'il gagne le quiz et je pense que c'est bon. Ouais. Il en sera capable. Allez, on continue le tour de table. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table. De l'actualité. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Vous voyez, vous êtes fatigué, vous me le disiez, William T. Sauf que là, bon, je ne remets pas en cause votre intelligence, mais vous avez eu l'honnêteté de me dire que vous avez réveillonné fort quand même. Oui, hein. oui, c'est ça, oui. Bon, alors ce qu'on fait, vous faites votre tour de table, vous l'avez déjà fait, donc on va laisser Abel Boilly. Abel, vous souhaitez revenir. Alors, les fameuses émeutes de juillet 2023, avec tout ce qu'il en est advenu, vous souhaitez exposer l'après, c'est-à-dire que faut-il en retenir aujourd'hui ? Bah oui, on peut se poser la question, tout ça pourquoi ? Et j'ai envie de répondre, tout ça pour ça. Je vais être très pessimiste tout en gardant mon esprit utopiste, c'est-à-dire que ce dossier, je vais parler comme ça, a été le symptôme en fait d'une classe politique qui est toujours incapable d'anticiper, de prévoir, d'une classe politique qui est assez hypocrite sur le sujet parce qu'elle a créé ces ghettos et aujourd'hui, lorsqu'il a des situations qui lui explosent au visage, elle a du mal à réagir. D'un côté, beaucoup d'acteurs du terrain que j'ai trouvé irresponsables aussi parce que lorsqu'on n'est pas capable de qualifier de délinquant un jeune qui tombe dans la délinquance, c'est un grave problème. Et surtout, ce n'est pas juste vis-à-vis de ces jeunes qui sont beaucoup plus nombreux, qui vivent dans les mêmes quartiers, qui vivent les mêmes injustices sociales, mais qui se comportent bien, qui respectent la loi, et on ne peut pas les mettre sur le même piédestal. Alors c'est quoi la solution ? Vous qui, je le rappelle, avez écrit Qu'est-ce qu'être français, hein, parce que ça aussi, ça prend toute sa valeur. Quand vous écrivez d'ailleurs Qu'est-ce qu'être français, vous êtes d'origine, vous avez des origines étrangères ou pas ? Je pense que ça se voit, oui. Non, pas forcément. Si vous êtes antillais, je suis né en France, je suis un Français afrodescendant, comme j'aime me désigner. Voilà, donc un Français d'origine congolaise. D'accord. Et effectivement, quelle est la solution ? J'ai pas la prétention de donner la lumière, mais c'est vrai que pour qu'une société puisse fonctionner de façon équilibrée, il doit y avoir un triptyque intemporel: prévention, sanction, répression. Ouais. Et force est de constater qu'au niveau des 3 étapes, nous sommes en retard. Moi, je suis au niveau de la prévention, avec mon association, avec toutes les structures qui travaillent
travail pour l'insertion ou la réinsertion des jeunes. Et force est de constater que même au niveau de la prévention, on n'arrive pas à nommer les choses. Le milieu associatif peut se montrer encore plus violent que le milieu politique à bien des égards, parce qu'il y a beaucoup de cupidité, parce qu'il y a la culture malheureuse de la course à la subvention, il y a la concurrence aussi qui est malsaine. Il faut remettre la République, comme on dit, remettre l'église au centre du village, il faut remettre la République au centre des quartiers, mais même pas que les quartiers prioritaires, des territoires ruraux, partout où il y a des phénomènes de délinquance. Et aujourd'hui, la fierté de la France, la citoyenneté, ce sont des choses qui font honte, alors que ce sont des choses dont on devrait être fier. Moi, j'en veux pour finir aux partis historiques, droite et gauche, qui pendant 40-50 ans ont laissé les sujets de la citoyenneté, de l'amour de la France, du patriotisme, même si le mot patriote gêne certaines féministes, on a laissé aux extrêmes. La gauche, ça a été la main sur le cœur, nous sommes le camp du bien. La droite, ça a été la main dans la poche, mon propos est caricatural volontairement, nous sommes les gestionnaires intelligents, mais je pose toujours la question, qui a pris la main de la France ? Comment est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons nous asseoir au-delà de nos divergences, mais nous sommes dans le même bateau, nous sommes dans un merveilleux territoire qui s'appelle la France et nous devons nous mettre ensemble pour construire. Une réaction rapide des deux autres vraies voix, parce que beaucoup de choses ont été dites. Déjà, vous, Priscilla ? Oui, je dirais simplement que déjà, je suis d'origine des Outre-mer et de la Martinique, et que donc il y a l'afrodescendance qui est aussi... oui, aussi. On dit pas étranger comme on a pu l'entendre, mais c'est quand même une réalité vécue par les personnes qui sont originaires des territoires d'Outre-mer. Non, mais c'est intéressant, justement, à la fois être originaire d'un pays africain et puis être originaire de l'outre-mer, qui est de toute façon affilié au continent africain d'une certaine manière. Voilà. Et du coup, en arrivant à cela, on s'aperçoit que personne n'est originaire de la France, parce que moi, j'ai par exemple des ancêtres vikings. Je pense qu'on serait étonné si on faisait des recherches génétiques. On est bien chez chacun. tous d'accord. Mais bon, en tout cas, les réalités qui sont, je vais nuancer quand même ce qui a été dit là, parce que les réalités des jeunes, elle est aussi celle de gens qui ont peut-être vécu des situations qui ne les ont pas fait partir de la même manière dans leur couloir de nage. Et en fait, on peut se retrouver à faire des choses peu glorieuses parce qu'à un moment donné, on a été influencé, parce qu'à un moment donné, on a vécu dans des foyers et on sait que l'aide sociale à l'enfance, elle produit aussi beaucoup de personnes cassées et qui vivent à la rue et qui font des choses qui sont pas très glorieuses. Là, je vais pas parler de Naël en particulier parce que je ne connais pas sa vie, je ne connais la vie qu'il a eue. Donc je vais pas juger ça, mais en tout cas, il y a des réalités qu'il faut nuancer à mon avis. Mais un acte de délinquance, c'est bien de la délinquance. Alors, un acte de délinquance, c'est peut-être de la délinquance, mais il y a le terme pour qualifier une personne décédée. Je pense qu'il faut d'abord connaître la vie de la personne pour pouvoir le qualifier comme tel. J'ai pas parlé de Naël. Mais du coup, comme on parlait de Naël, j'ai supposé qu'on parlait de Naël. Mais peut-être que je me trompe. Mais voilà, j'ai dit que c'était le symptôme d'une situation plus globale. En tout cas, c'est pas que de la délinquance qu'il y a en banlieue, et je pense que les politiques qui se sont dessaisis de certains sujets, c'est d'abord sur la question sociale et le fait effectivement d'avoir mis dans ce qu'il a appelé des ghettos, et effectivement dans des tours. Et moi, c'est aussi là que ma famille a vécu, dans des tours au départ, à plusieurs personnes de la famille dans la même tour. C'est aussi des réalités qui sont là et qui sont pas adressées de manière correcte. Et aujourd'hui, quand les gens revendiquent un certain statut c'était aussi ce que revendiquait le mouvement des Gilets jaunes, avoir une meilleure vie, une vie digne, et de pouvoir vivre de son travail. Et lorsque ces sujets-là sont pas adressés et qu'on marginalise, on pourrait citer le sujet de l'éducation aussi, où les jeunes n'ont pas forcément les mêmes opportunités pour aller dans des grandes écoles ou dans certains lycées parce qu'ils sont cantonnés à leur quartier. Il y a tout un tas de réalités qui sont niées, et le président actuel, dans son ancien mandat, avait déjà rejeté des personnes qui lui avaient apporté des dossiers pour faire des choses évoluer dans les quartiers. On va manger sur votre sur mon sujet, c'est pas grave. C'est pas grave, je prends le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a des réalités qu'il faut pas les nier, et qu'effectivement, je pense que les partis de gauche, certainement aussi de droite, mais de gauche, ont aussi, pour moi, mis de côté ces personnes qui vivent en quartier, et que c'est un problème. C'est un problème parce qu'il y a aussi la question de la représentation de ces personnes qui vivent dans les banlieues, et elle est pas suffisamment, j'allais dire représentée pour faire une répétition, mais c'est pas le terme que je cherche. Et d'ailleurs, qui est une population, vous parliez des tours dans ces banlieues. Moi-même, là où j'ai grandi pour mes 5 premières années, c'est au cœur de l'actualité, c'est-à-dire à Maubeauval. C'était les grandes tours à l'époque, on appelait ça aussi la Pierre Collinet, et pourtant, effectivement, je suis plutôt à quelques générations français, donc c'est bien un problème social. Oui, un problème très social important. derrière. Et William, sur ce mot, on sacrifie un peu votre tour de table, Priscilla, on est d'accord, un petit peu. Mais William doit réagir là-dessus quand même. Oui, non, mais je suis pas en complet désaccord, mais il y a quand même des points sur lesquels je souhaitais intervenir. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la question sociale, les départements les plus pauvres sont, contrairement à ce qui est pensé et ce qui est véhiculé, c'est pas les banlieues parisiennes ou les banlieues de métropole. Parce que dans les banlieues de métropole, lorsque vous regardez le PIB par habitant, la Seine-Saint-Denis fait partie des
20 départements, les 15 départements les plus riches de France. Et pourtant, si par cas vous prenez sur le même point en termes de pauvreté, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le même taux de criminalité ou les mêmes émeutes urbaines, que ce soit en 2023 ou 2005, dans la Creuse ou dans la Corrèze, qui sont pourtant les départements les plus pauvres de France et que vous avez connus, qui sont les départements qui sont pourvoyeurs en termes de gilets jaunes. Même s'il y en a eu. Non, mais il y en a eu, mais il n'y en a pas eu à ce niveau-là. Donc c'est pas uniquement une question sociale. Et donc l'excuse sociale ne permet pas de justifier, comme l'a dit monsieur, qu'un acte de délinquance soit qualifié d'un acte de délinquance. Ensuite, après, quand on parle des opportunités... Il vous appelle monsieur, Abel, quand même. Voilà. Mais en même temps, il n'y a pas de ghetto dans la Creuse. Non, mais c'est pas des ghettos. Alors, il n'y a pas de ghetto, mais il y a des endroits où il est difficile de vivre. C'est comme ça qu'on l'a qualifié. Je veux dire, il y a quand même une autre réalité. Le ghetto, moi, je suis en désaccord complètement avec ce propos. Il n'y a jamais eu autant d'argent qui a été investi dans ce qu'on appelle les banlieues, avec la politique de la ville. Entre 100 à 150 milliards d'euros qui ont été investis. C'est ouf. Et ensuite, après, des dispositifs d'éducation ont été mis en place de manière équivalente et en dehors du droit commun, et ce qu'on appelle les ZEP, etc. Donc un ensemble de pans ont été favorisés pour faire en sorte que les personnes dites de banlieue puissent en sortir. Les grandes écoles font des parcours spécifiques dérogatoires du droit commun pour faire en sorte que des personnes dites de banlieue puissent intégrer les grandes écoles. Il faudrait se rapprocher des écoles et interroger les étudiants, parce que c'est pas du tout la réalité. C'est-à-dire que tant qu'on prendra la question sociale comme en 2005, on se trompera de réponse. C'est-à-dire qu'on aura des émeutes de banlieue en 2028, en 2032, en 2038, en 2040. La question essentielle, c'est comment on fait pour faire en sorte que ces jeunes retrouvent le même aspect du bien commun que nous l'avons. Faire en sorte qu'à 13 ans, on ne soit pas dehors en train de voler et piller des choses et en train de se comporter comme des racailles. C'était le premier tour de table des premières vraies voix d'Abel Boilly. On a explosé. Là, franchement, pour un premier tour de table, Abel, bravo. Alors, juste pour vous dire quand même que Priscilla Ludowski voulait parler de la pétition appelée Plus aucun enfant à la rue pour réclamer les 10 000 places d'hébergement d'urgence manquantes. Plus de 2000 enfants sont refusés par le 115 chaque soir. J'en fais un petit écho comme ça. On est obligé, on a sacrifié, mais on en a quand même parlé, Priscilla. Voilà, on se retrouve dans un instant. Mais c'est passionnant cette émission. À tout de suite. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Vous êtes avec nous sur Sud Radio. C'est enflammé ce soir avec Priscilla Ludowski, avec Abel Boilly, avec William Tay. Nous arrivons au moment où justement on retrouve sur cette semaine entre Noël et Jour de l'An des événements marquants de l'année 2023. Alors vous le savez, nos 3 vraies voix vont choisir parmi ces 5 événements. C'est parti. Que s'est-il passé en 2023 ? Le 15 août dernier, Donald Trump, l'ex-président des États-Unis, est inculpé en Géorgie pour tentative de manipulation du résultat de la présidentielle de 2020. Il s'agit de sa 4e inculpation pénale en moins de 6 mois, alors qu'il brigue à nouveau la Maison-Blanche en 2024. Le procès fédéral de l'ex-président, actuel favori des primaires républicaines d'ailleurs, doit s'ouvrir le 4 mars prochain. Deuxième événement, le 28 juin, un homme... pardon, excusez-moi, je vous dis n'importe quoi parce que en fait, c'était pas cela. Donc, le deuxième événement, grève à Hollywood. Pendant 5 mois d'abord, ce sont des milliers de scénaristes qui cessent leur activité début mai pour réclamer une meilleure rémunération et une protection face à l'intelligence artificielle. Ils sont suivis par les acteurs qui craignent de pouvoir être remplacés sans leur accord par des avatars numériques. Cette double grève, vous l'avez compris, historique, a coûté 6 milliards de dollars à l'industrie d'Hollywood. Troisième événement, le 4 avril, la Finlande adhère et devient le 31e pays membre de l'OTAN. L'adhésion officielle marque l'achèvement d'un parcours de 11 mois entamé après que la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine. La sécurité de la Finlande s'en trouve considérablement renforcée et les forces de l'OTAN se positionnent désormais à la frontière de la Russie ennemie. Troisième événement, le 8 juin, un homme poignarde 4 très jeunes enfants et 2 adultes dans un parc d'Annecy en Haute-Savoie. L'assaillant, un réfugié SDF syrien sans motivation terroriste selon la procureure, est mis en examen pour tentative d'assassinat. Toutes les victimes de l'attaque sortiront vivantes de l'hôpital 40 jours plus tard. Le 4e événement, à partir du mois d'avril, l'Inde dépasse la Chine et devient le pays le plus peuplé du monde, soit 1,43 milliard habitants. L'Inde compte aujourd'hui 1 milliard d'habitants de plus qu'en 1950. L'ONU prévoit que la Chine, de son côté, repassera sous le milliard d'habitants en 2079. Dans 56 ans, l'Inde prendra ensuite définitivement la tête de la démographie mondiale. Voilà donc pour ces 5 événements. Alors on a déjà parlé un petit peu de Donald Trump tout à l'heure, donc allez, sur ce qu'il reste, allez-y, Priscilla Ludowski, que prenez-vous ?
Du mal à choisir. Oui. C'est pas forcément ce qui m'a le plus marqué, donc je vais prendre un truc qui m'a pas du tout marqué exprès. Allez-y. Enfin, qui m'a pas du tout marqué. La grève à Hollywood. Ouais. Mais c'est l'intelligence artificielle qui est derrière. Mais en fait, ça m'a pas marqué, mais on en a tellement parlé. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que je crois que c'est un milieu qui ne lève pas énormément sa voix pour se faire entendre. Là, on a parlé tout à l'heure des comédiennes qui, via les réseaux sociaux, lancent des appels un peu dans le contexte du mouvement MeToo, enfin dans la continuité. Et je trouve que là, des comédiens, des acteurs qui font grève pour pour que leurs conditions de travail soient améliorées, etc., et que ça dure. Ça c'est ce qui m'a étonné, c'est le fait que ça ait duré. Oui, allez-y. William Tay, normalement, vous revenez que sur un point. Mais juste en un mot. Oui, en un mot, quand même, là-dessus. En un mot, moi, je trouve que les artistes participent énormément au débat public. Par contre, il y a quand même un 2 poids 2 mesures auquel on peut se dire que certains se foutent de notre gueule. Parce que ce sont quand même des gens qui disent faut pas mettre en place de préférence nationale, mais c'est les seuls qui bénéficient d'une exemption avec ce qu'on appelle l'exception culturelle française, donc d'un régime protectionniste. Et les artistes américains disent il faut faire en sorte que la libéralisation des échanges soit au plus possible, mais eux veulent un marché protectionniste, ça veut être protégé des effets néfastes du progrès et de l'innovation, et pourtant encourage le progrès et l'innovation de la Silicon Valley, notamment en Californie. Donc j'ai bien fait de dire que vous étiez fatigué tout à l'heure, vous êtes réveillé, vous êtes un vrai sniper. Tout le monde en prend, William, bravo, chapeau, ça c'est de la vraie voix, ça c'est le parler vrai sur Sud Radio. L'élément, en un mot. Ah oui, non, mais sinon on va exploser c'est Finlande, parce que ça reconfigure. Alors, vous choisissez, parce que je me disais qu'Abel allait choisir. Non, vous le laissez. C'est votre première, vous êtes challengé jusqu'au bout, Abel. Donc, vous choisissez la Finlande. Non, mais peut-être pour ponctuer les petits. Non, mais les petits comédiens ne revendiquent pas la même chose que ceux qui sont producteurs et qui font des films. Vous êtes terribles tous les trois, vous êtes terribles. Donc, la Finlande, ça y est, qui est dans l'OTAN. Oui, parce que pour moi, ça reconfigure le retour du tragique en Europe. Et ce qu'on pensait impossible il y a quelque temps, donc le retour de la guerre, de la tragédie, fait en sorte, sur les sujets qu'on évoque, qu'on apparaît comme un peu décalé par rapport au retour des empires et le fait que le tragique est face à nous. Abel Boilly, alors... Je suis vraiment coincé parce que je voulais vraiment prendre le sujet que Priscilla a évoqué. Oui. Je peux dire un mot quand même dessus? Est-ce que j'ai droit au Joker, le Joker du rookie? Juste un mot, mais après, vous allez choisir donc soit cet événement terrible là, en Haute-Savoie à Annecy, ou soit donc la Chine qui est dépassée par l'Inde et aussi par ses milliards d'habitants. Alors juste un mot donc quand même, allez-y. Je pensais avoir choisi un non-sujet, mais bon, apparemment. Hollywood. Alors, mais rapide, très Abel, rapidement. Alors juste en 2 phrases. Il faut savoir que la racine de la grève avant l'intelligence artificielle, c'est le fait que les scénaristes soient très mal payés par rapport, pas aux acteurs, mais surtout aux producteurs. Une phrase. Deuxième phrase. Alors, deuxième exemple, on a eu déjà ce problème qui date depuis pas aujourd'hui. Je peux prendre l'exemple de Friends, qui est un exemple très concret. Lors de la dernière saison, les acteurs avaient menacé de faire grève et de quitter la série s'ils ne touchaient pas $1 million par épisode. Et tout le monde leur était tombé dessus et ils avaient expliqué que non, si eux demandent cette somme, c'est que les producteurs touchent 20 fois plus. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est Honoré de Balzac qui fait des phrases avec plein de virgules. Bravo, exactement, vous en avez fait plein de virgules. Bon, alors, Abel, que choisissez-vous donc sur les événements de 2023, vous? Alors moi, je parlerai du coup de l'Inde et de sa situation démographique, ce qu'on appelait avec la Chine un petit peu les pays émergents. On est en train de se rendre compte que non seulement par leur démographie, mais aussi par leur économie, ce sont des pays avec lesquels il va vraiment falloir compter. Il faut rajouter aussi que s'il y a tant de personnes sur le territoire, il y a le défi écologique aussi qui est très 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 important parce qu'on sait que c'est un des plus gros pollueurs au monde. Et d'ailleurs, les écolos, au lieu de des fois taper uniquement sur la France, qui est un des meilleurs élèves, devraient taper plus sur l'Inde, la Chine et les États-Unis. Donc en tout cas, c'est une bonne chose sur l'Inde tant qu'on peut trouver cet équilibre entre capitalisme non dérégulé et écologie respectée. Oui, parce qu'il y a quand même aussi, rappelons-le, une extrême pauvreté en Inde et une société qui essaye de se structurer. Vous qui êtes sensible aux questions écologistes, Priscilla Ludowski, ce n'est pas anodin ça, cette natalité immense de l'Inde. C'est pas anodin, c'est quelque chose qui a beaucoup été utilisé par beaucoup de partis de droite et d'extrême droite, de dire qu'il faut abaisser la natalité dans ces pays-là et pas ailleurs parce que ce sera un problème. Moi, je sais pas si ce sera un problème. Moi, je pense que sur le sujet de l'écologie, au-delà de ça, ce qu'il faut, c'est que en tant que pays
architecte de l'accord de Paris, qu'on soit aussi modèle et qu'on soit pas responsable de la délocalisation de la pollution, parce que c'est un peu ce qui se fait parfois. On parlait de la voiture thermique et on voudrait la substituer à la voiture. On va en parler dans un instant. Ça sera l'objet de notre coup de projecteur. Non, mais comme ça, c'est très bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'entends bien votre argument, mais vous remettez encore la pression sur les pays occidentaux. Il faut pas. Mais l'Inde aussi peut essayer de faire attention. L'Inde n'est pas exceptionnelle non plus. Il y a l'histoire des castes. Non, mais je pense que l'Inde, les États-Unis, on parlait de Trump d'ailleurs, qui s'était retiré de certains accords, notamment écologiques mondiaux. Je pense qu'ils ont cette responsabilité-là, mais que les pays qui sont architectes ou qui accueillent des sommets, qui font se réunir des gros dirigeants, ont aussi pour moi des leviers pour faire en sorte que les politiques locales elles changent, mais c'est aussi la responsabilité des pays occidentaux de ne pas délocaliser les pollutions pour empirer la situation locale. Enfin, locale. Je suis sûr des pays qui ne sont pas qui sont en dehors de l'Europe. Qui sont en dehors de l'Europe. William T, juste un mot sur cette histoire de l'Inde, là. Oui, il y a trois sujets qui sont importants. Le premier, c'est que on parle souvent des questions écologiques et des efforts faits par les populations occidentales pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Faut expliquer à nos auditeurs que ça sert quasiment à rien, dans la mesure où ce qui va se jouer, c'est qu'on a un déplacement économique, démographique vers ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique. C'est-à-dire que dans l'Indo-Pacifique, vous aurez 50 à 60% du PIB mondial. Vous aurez 4 milliards de personnes qui vont rentrer dans la classe moyenne et qui vont consommer, puisqu'en plus ils sont en plein boom, et c'est les pays émergents, qui vont consommer exactement comme l'Union européenne et comme les États-Unis. Et donc, lorsqu'on dit aux 500 millions d'Européens, aux 300 millions d'Américains, il faut baisser votre niveau de consommation, ça ne changera rien par rapport à ce qui va se passer. C'est quand même un premier geste. Après, oui, mais ce sera. On parle de planète, donc forcément, on parle de pourcentage. Enfin, ça me rappelle quand une maman dit à son fils arrête de mal manger. Oui, mais mon frère il fait pareil. Oui, non, c'est pas pareil. Ensuite, je vais arriver sur le point. C'est-à-dire que nous, on pense que ce sont les pays occidentaux qui décident de est-ce qu'on doit baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Mais non, mais comment on va faire pour dire aux Indiens vous limitez votre nombre de naissances? Comment on va expliquer aux Chinois qu'on va limiter leur nombre de naissances? Comment on va expliquer aux Chinois... Ils commencent à le faire, d'ailleurs. Les Chinois, du coup, baissent de la natalité. Forcé. Comment on fait pour leur expliquer qu'il faut changer de modèle économique, si ce n'est implicitement par la guerre? Donc on n'a pas de moyen de coercition. Donc la question qui se pose, moi je pense que c'est ça le sujet majeur, c'est-à-dire que on est passé d'une phase atlantique, c'est-à-dire dirigée par les États-Unis, le G7 et l'Union européenne, à une phase indo-pacifique. Maintenant, ça va être l'Inde et la Chine qui vont dominer le monde et qui vont imposer leurs règles, leurs normes et leurs modes de comportement par rapport à nous. Je dois vous interrompre puisque dans un instant, nous aurons le coup de projecteur. Nous allons évoquer donc ce chiffre justement qui a été avancé par la Première ministre ce matin. Moins 4,6% d'émissions de gaz à effet de serre pour la France sur 3 mois par rapport à la fin. Bon, bref, c'est un chiffre positif, mais derrière tout cela, il y a les bons élèves. Alors, a priori, l'industrie, puis il y a les mauvais élèves. C'est la question du transport. C'est justement ce que nous allons soulever. Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Avez-vous la possibilité, par exemple, de réduire vos déplacements en voiture thermique? Là aussi, la réponse, pour l'instant, la tendance, elle est très claire. C'est non. Mais je vous dis ça tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Ça s'est passé sur Sud Radio. La parole aux auditeurs. Corinne, qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Depardieu? Je savais pas que la bouffitude était interdite en France. Je sais pas, il y a un article de loi, un décret, je sais pas. Il faut arrêter le lynchage. Ces propos n'étaient pas appropriés, mais si vous allez dans les bars à minuit, vous en entendrez pire que ça. Moi, je pense que la nouvelle génération, ils sauront plus comment aborder les femmes. Si tout est un problème. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. C'est la première fois qu'ils sont trio des vraies voix dans toute l'histoire de Sud Radio et ça a été un cocktail détonnant. Abel Boilly, le président de l'association Tous Unis, pour sa première. William T, président du think tank Le Millénaire, pour sa dernière. Non, c'est tellement bien, on va pas s'en priver. Et puis, bien sûr, l'incontournable Priscilla Ludowski. On dit quoi? Gilet jaune de la première heure. Non, surtout aussi présidente de la Ligue citoyenne. Et co-autrice de Gagner pour que la politique change vraiment nos vies. Ça sort le 11 janvier prochain, paraît-il. C'est très bien pour se disputer, c'est ce qu'a dit Priscilla. Tout de suite, c'est le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le gouvernement s'est tout de suite emparé de la bonne nouvelle. En France, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 4,6% durant les 3 premiers trimestres 2023 par rapport aux 3 premiers trimestres 2022. La première ministre Elisabeth Borne s'empresse d'ajouter, je cite, « Nous sommes sur la bonne voie pour que la France atteigne ses objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2050. » Or, si nous devons ce chiffre encourageant à nos industries, les transports
reste le parent pauvre. Nous restons d'ailleurs en dessous de l'objectif fixé lors de la COP 21. D'où cette question concernant notre quotidien. Avez-vous la possibilité de réduire vos déplacements en voiture thermique? Pour l'instant, vous êtes à 80% à dire non sur le compte X de Sud Radio. On y reviendra, je verrai l'évolution de la consultation. Nous avons une experte avec nous pour évoquer la question des transports, Marie-Xavière Vauquier. Vous êtes ingénieure spécialisée dans la question des transports. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je vous pose la première question avant de faire le tour avec nos vraies voix. Nous sommes mauvais élèves parce qu'on n'est pas capable de mettre en place la voiture, on va dire, électrique, c'est ça l'idée ? En fait, on est plutôt mauvais élèves. Alors, on est mauvais élèves parce que on n'apprend pas à la population à se déplacer. En fait, la seule chose qu'on apprend aux gens, c'est à passer le permis de conduire, donc à utiliser une voiture. Oui, et encore, et encore. Voilà. Et en fait, on apprend à aucun moment aux gens que, en fait, la solution, c'est pas de se passer entièrement de sa voiture. La solution, c'est d'utiliser le bon mode de transport au bon moment. C'est-à-dire d'être en capacité, en fait, de choisir. Alors, quand on a accès à des transports publics, évidemment, quand on n'a pas accès, on n'a pas accès. Mais quand on a accès à des transports publics, le bon choix, c'est de se dire, est-ce que c'est plus intelligent que je prenne les transports publics par rapport au déplacement que je vais faire, ou est-ce que, en fait, j'ai vraiment besoin de ma voiture, ou est-ce que je peux faire le trajet en vélo? Et quand on regarde, en fait, les statistiques, les habitudes de déplacement, il y a beaucoup de trajets qu'on peut faire de façon différente, sauf que la seule chose qu'on nous apprend véritablement, et encore, vous aviez raison, en fait, il y a 90% des hommes qui ont le permis de conduire et 80% des femmes. Ouais. La seule chose qui est vraiment apprise et enseignée, c'est se déplacer en voiture. Donc, tant qu'on n'arrive pas à faire de la place dans la tête et l'imaginaire des gens sur le fait que on peut se déplacer un peu autrement. C'est intéressant la question que vous posez parce que mais je vous remercie. Est-ce que non mais sur Twitter la question est-ce que je peux baisser? En fait peut-être que comme ça on a l'impression qu'on peut pas, mais ce dont on se rend compte c'est que quand le prix des carburants augmente au-delà d'un certain seuil, ça baisse. Eh oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, bon, c'est comme on monte le prix du paquet de cigarettes et on fume un peu moins, effectivement. Alors restez bien avec nous, tout ça est très intéressant. Réaction William Tay. Aujourd'hui, il y a des aides, etc., mais concrètement, rien n'est fait pour abandonner le thermique pour l'électrique, par exemple. Si, moi je trouve que tout a été fait pour abandonner. Tout a été fait. Tout a été fait pour abandonner le thermique. Vous avez une électrique? Non, moi j'ai pas de voiture, j'ai pas le permis, donc je parle librement. Vous êtes ce qu'on appelle un bobo, alors c'est ça, le bourgeois bohème. De toute façon, ça dépend de là où est-ce que vous habitez, mais moi je trouve que les automobilistes français ont subi des injonctions qui sont contradictoires. On leur a expliqué au départ de prendre une voiture à essence, puis ensuite après une voiture à diesel. Puis on leur a dit que le diesel c'était mal, que c'était un peu des gros débilos et qu'il fallait passer maintenant à l'essence. Ensuite après c'était pas terminé, on leur a expliqué maintenant que vous avez une voiture à essence, vous avez mis toutes vos économies sur le carreau et que vous avez épargné le peu d'épargne que vous avez, maintenant il faut passer à la voiture électrique. Et si par cas vous n'avez pas de borne en bas de chez vous, c'est que vous êtes un inculte, vous êtes bête et vous êtes quelqu'un de complètement stupide. Et à la fin vous mettez à la place du pauvre automobiliste français qui se dit moi je suis obligé d'avoir ma voiture pour aller travailler. Et à la fin qu'est-ce qu'il fait? Il manifeste au moment des Gilets jaunes en 2018 en se disant que le gouvernement et les pouvoirs publics nous ont raconté n'importe quoi pendant 10, 20, 30 et 40 ans. Et maintenant on leur dit voilà, maintenant on va passer à la voiture électrique, c'est génial. Et dans le même temps on leur dit voiture électrique, mais on va baisser notre consommation d'électricité, notre production d'électricité. Alors moi je me réfléchis, j'écoutais à l'époque Nicolas Hulot qui expliquait ça, je me dis mais comment on fait pour passer à la voiture électrique si par cas on baisse notre production d'électricité? Alors on passe au nucléaire, mais on nous dit que le nucléaire c'est dangereux. Donc en fait qu'est-ce qu'on fait? On arrête de vivre. Mais mettez-vous à la place de l'automobiliste français qui se dit de toute façon on nous explique des injonctions qui sont contradictoires et on nous explique pas quel est le cap véritablement à suivre. Et donc je trouve que dans ces conditions c'est quand même un miracle que les automobilistes français puissent aujourd'hui conduire et puissent aujourd'hui se déplacer. Comment évoluer et abandonner la voiture thermique lorsque l'offre de transport public n'est pas cohérente sur l'ensemble du territoire et qu'on ferme ce qu'on appelle les petites lignes? Comment on fait pour faire en sorte que l'automobiliste français abandonne la voiture thermique alors que les bornes électriques aujourd'hui ne sont pas installées? Comment on fait pour l'encourager lorsqu'on dit que la voiture électrique est trop chère et auquel on est dépendant de la Chine? Comment on fait pour vous interrompre parce qu'il faut que dans le même temps, et je termine dessus, on leur dit on se met en dépendance de la Chine notamment pour les batteries et on dit on va interrompre notre dépendance avec la Chine parce que la Chine c'est quelqu'un de mal. Donc aujourd'hui mettez à la place de l'automobiliste français, il se dit et on est gouverné n'importe comment et on va dans le mauvais sens. Avant de revenir à Marie-Xavière Vauquier pour nous éclairer, vous avez fait une petite allusion aux Gilets jaunes, évidemment on se retourne derrière Priscilla Ludowski. Moi je repose la question, Priscilla, aujourd'hui tout n'est pas fait pour que nous passions à l'électrique en voiture, c'est pas vrai. Enfin si, William a été convaincant, mais je reste sur mes positions.
Je pense aussi que tout n'a pas été fait, notamment j'entends parler de la manière d'apprendre à se déplacer et le fait qu'on soit contraint de se déplacer autrement, mais c'est toujours sous la contrainte. Et c'est ça qui est le problème, c'est qu'il y a le changement culturel, mais aussi, je pense qu'il y a un grand rôle pour les urbanistes, notamment dans le fait d'aménager l'espace ou de repenser l'espace aussi, avant de se dire qu'on va se déplacer autrement. C'est-à-dire que je pense que les gens savent comment se déplacer et savent optimiser leurs déplacements et font déjà des économies en partageant le véhicule quand ils peuvent, etc., en faisant du covoiturage, en faisant des économies avec Blablacar, etc. Oui. Donc je pense que le fait de s'adapter, c'est le côté résilient qu'on a naturel et on pourrait toujours faire mieux, évidemment, mais... Encore faut-il que ça suive. Voilà, il faudrait que les finances qui sont allouées aux alternatives de transport soient réellement attribuées à ça, parce que je pense que c'est c'est quand j'ai fait cette pétition sur la taxe carbone, je posais la question de la transparence et l'usage des fonds. Et on a su après que ça ne finançait pas des alternatives de transport. Donc je pense qu'il y a le sujet de la transparence. Que fait le gouvernement avec les taxes, qu'elles soient directes, indirectes, qu'elles soient normalement affléchées sur tel ou tel endroit? Pourquoi elles ne financent pas ces alternatives? Et ensuite, pourquoi les espaces ne sont pas réaménagés de telle sorte qu'on puisse, de manière naturelle, se déplacer autrement? Marie-Xavière Vauquier, ça c'est très important aussi, me semble-t-il, ce que vient d'évoquer Priscilla Ludowski. On est mauvais élève dans les transports pour les gaz à effet de serre, parce que aussi on a beaucoup d'embouteillages et les embouteillages génèrent énormément de CO2. Nous sommes d'accord. Donc, est-ce que tout est fait aussi pour qu'il y ait une fluidité du réseau du transport ? Alors, il faut sur un pays comme la France où vous avez en fait des aires urbaines et de la ruralité, il faut pas être parisiano-centré. Les embouteillages, ça concerne les grandes métropoles. Il y a plein d'endroits où vous avez Marseille, Bordeaux, Toulouse, c'est la galère pour rentrer. Oui, tout à fait. Et ça concerne en fait des grandes métropoles et c'est des métropoles dans lesquelles vous avez des alternatives de transport public qui existent, qui sont financées, qui sont en développement. Bordeaux, vous avez un tramway, des lignes de bus qui vont assez loin dans la communauté urbaine, etc. La question effectivement de l'aménagement se pose complètement puisqu'on a aménagé les villes pour attirer les voitures dedans et maintenant on essaye de corriger le tir et c'est assez compliqué. Par exemple, si vous prenez une ville, les villes qui sont très bien classées au baromètre des villes cyclables, par exemple, c'est des villes dans lesquelles il y a des efforts qui sont faits pour créer des pistes cyclables et quand il y a des pistes cyclables, il y a des cyclistes qui viennent et qui prennent de plus en plus de part. Mais un cycliste ne fera jamais une distance supérieure à 10 km sur un trajet. Voilà. C'est vraiment la distance qui est faite. Mais la plupart en fait, ce qui est très compliqué sur les déplacements, c'est que vous avez beaucoup de déplacements et dans ces beaucoup de déplacements, vous avez beaucoup de petits déplacements qui finalement n'émettent pas beaucoup de CO2 et vous avez quelques déplacements longue distance qui vont émettre beaucoup. Donc dans les embouteillages, et là par exemple la voiture électrique, elle va trouver tout son intérêt dans les embouteillages, plus vous allez doucement, plus vous allez loin avec une voiture électrique. Oui, d'accord. Mais plus on va doucement, moins on dégage la voie et plus il y a une surprésence de voitures aussi. Donc il y a une espèce de roulement. En fait, il y a aussi une culture du déplacement qui fait que, par exemple, et c'est totalement contre-intuitif, et vous avez le droit de me dire que vous n'y croyez pas, mais je vous jure que c'est vrai. En fait, plus vous augmentez la vitesse maximale, plus vous avez des effets d'accordéon, et moins vous allez rapidement en vitesse moyenne. C'est-à-dire que quand on a baissé la vitesse du périphérique à Paris de 90 à 70, la vitesse moyenne, en fait, elle est remontée. Parce que il y avait moins d'effet d'accordéon, le flux s'écoule plus facilement. Bon, alors vous dites ça dépend. C'est le dimanche, entre le dimanche et le lundi, entre 2h et 3h du matin, parce que pour le reste c'est quand même difficile. Ça roule difficilement. Non, mais je plaisante. Enfin, je suis pas non plus très loin de la vérité, mais on entend votre argument. Juste à 2 petites secondes, je voudrais qu'on aille au 0826 300 300, puisque Adonis, notre auditeur, on parlait de Bordeaux justement. Adonis, vous, c'est jouable cette histoire de moins prendre la voiture thermique? Alors, je suis à la campagne. Je suis à 30 km de mon travail. Je travaille sur le CNPE du Blaye, la centrale nucléaire. Donc, c'est un petit peu compliqué parce que les horaires ne correspondent pas automatiquement avec d'autres personnes qui habitent dans mon secteur, qui travaillent avec d'autres entreprises prestataires. Donc c'est assez compliqué de mettre les choses en place. Après, moi, par économie avant tout,
j'essaye d'optimiser mes déplacements. Alors ça veut dire quoi? Si on fait des économies, vous prenez plus quoi? Vous privilégiez quoi? Alors, pour des petits parcours, j'évite de démarrer mon véhicule et puis je me déplace à pied, voire en vélo. Oui, on a parlé du vélo, on a cette passion en commun. Hein oui, tout à fait. Mais je vais vous donner un exemple. Je viens d'être recruté par une entreprise, donc toujours sur le central de Bro-Saint-Louis. Et il a fallu que je passe une visite médicale qui est liée à mon embauche. La visite médicale traditionnelle qui est valable 2 ans. On m'a envoyé faire ma visite médicale à Chinon. Ce qui représente combien de kilomètres? 350, grosso modo. Ouais. D'accord. Un peu plus de 350. Là, effectivement, c'est difficilement gérable. Bon, Adonis, on tourne, on continue, parce que là aussi, c'est un gros sujet. Je vous ai pas entendu là-dessus. Abel Boilly, à cette question, on a bien vu, on a évoqué toutes les problématiques. Encore faut-il qu'on ait un réseau, par exemple, ferroviaire qui suive. Tout à fait, mais vous savez, les Français pensent beaucoup plus simplement que nous. C'est-à-dire que quand on parle de l'hyper-dieselisation qui a eu lieu dans les années 80 notamment, le Français, dans son rapport à la voiture, qu'est-ce qu'il se disait? Tout simplement que le diesel coûtait moins cher que l'essence et que la voiture consommait moins et que lorsqu'on était dans les embouteillages, le moteur ne consommait rien. C'était juste une histoire d'économie. Donc je pense que tout le monde est mobilisé pour la cause écologique. Maintenant, il faut donner les moyens aux gens, il faut les accompagner et ne pas faire des injonctions parce que le message est noble. Mais la problématique, c'est que dans certaines communications, on a l'impression d'une écologie punitive plutôt qu'une écologie constructive. Ouais. Alors, nous reparlerons de ce sujet et d'ailleurs, on vous rappellera, Marie-Xavière Vauquier, vous êtes, je le rappelle, ingénieur spécialisé dans la question des transports. Je voulais qu'on aborde les avions, mais c'est vrai que c'était tellement intéressant. Et puis, on a eu le coup de gueule de William Tay aussi, évidemment, hein, bien sûr, qui ne se tait pas. Je l'ai faite, celle-ci, voilà. Bon, merci à vous trois, les vraies voix. Ça a été un vrai plaisir. Bravo, Abel Boilly, pour votre première. Priscilla Ludowski, on vous retrouve très vite. Et puis, William Tay, vous êtes un incontournable. Merci à vous, Marie-Xavière Vauquier, donc ingénieur spécialisé dans les questions des transports. On se reparlera. À la réalisation, c'était Benoît Goutorbe, l'excellent. Ottilie Pascal, toujours pour organiser cette émission. Voilà, c'est un plaisir. Les vraies voix, ça se termine, mais tout de suite, c'est les infos. C'est Patrick Roger. Je vous souhaite de très très belles fêtes. Profitez-en en famille ou entre amis, bien sûr. Belle fête à vous. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.